Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien sur le chat, j'espère que vous allez bien les visiteurs également. Nous sommes partis pour parler de Tokyo et nous sommes accompagnés de deux personnes incroyables que nous allons présenter. Ah, j'aime bien dire incroyable. Nous sommes avec donc Jodaichi et Cyril Copini, si je le prononce bien. Oui. Ok, ça va alors. Jodaichi, c'est bon. Tout va bien du coup. Alors du coup, est-ce que vous allez pouvoir du coup vous présenter? On va commencer par Jodaichi, on va faire dans l'ordre. Donc qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Allez-y. Dozo. Alors moi je m'appelle Jodaichi, je suis créateur de contenu depuis 2017 et ma spécialité c'est l'apprentissage du japonais à travers les mangas et les animés. Donc je suis aussi professeur de japonais maintenant. Mais voilà, j'aime bien axer avec les mangas et les animés, les trucs qu'on aime bien. Ouais, les références les plus connues entre guillemets par le grand public quoi. Le but c'est de mêler l'utile et l'agréable. Ok. Ok. Donc créateur de contenu sur YouTube, c'est bien ça? Et sur Twitch aussi maintenant. Ok. Ouais. Est-ce que tu as une petite différence ou c'est sur Twitch par exemple tu fais que des cours de japonais? On tend à se diversifier un petit peu, mais de base le format c'est que des cours de japonais, mais évidemment que parfois on fait un peu de React sur le Japon, sur les youtubeurs japonais aussi, enfin en tout cas le YouTube comme Loïs-san. Voilà, bien sûr. Pour citer que lui. Pour citer que lui effectivement. Ok. Et du coup Cyril Copini. Eh ben, Cyril Copini, il vient de Nice et ça fait 26 ans qu'il habite au Japon. Fukuoka, Tokyo et Osaka actuellement. Et j'ai fait une carrière dans la diplomatie culturelle pendant longtemps. Et depuis 2 ans, je me suis mis à mon compte. Je traduis des mangas et je fais du rakugo. Et là, vous avez les deux. Voilà, incroyable. Le rakugo, c'est du stand-up comédie, mais assis. Ok. Parce que les Japonais font jamais rien comme les autres. Voilà, donc le stand-up, c'est du sit-down en fait. C'est de la comédie humoristique, des contes humoristiques. Voilà. D'accord. Ok. Ah, pas mal. On a une petite voilà. Ah ouais, petit zoom là de Rakugo. Dans le chat normalement, même les visiteurs, vous pouvez comme ça voir un petit peu. Alors bien sûr, on l'a jamais dit, mais merci à la régie quand même d'être là aussi. Merci beaucoup à la régie. Vous êtes bien depuis ce matin, donc toujours leur remercier, c'est le minimum. C'est ça. Sinon après on peut plus parler et on n'a plus d'image. Ouais, c'est ça, ouais, c'est compliqué. Faut toujours être gentil avec les C'est dur techniciens. d'animer on sait qu'elle a. Du coup, on va commencer. Alors, on a parlé de Rakugo. Ça va être notre sujet, l'un des sujets d'aujourd'hui. Alors, on va peut-être présenter d'abord donc ton sujet. Ok. Donc, on a dit que, en fait, on s'est dit ça serait bien que tu présentes un peu à tout le monde justement le Rakugo, un peu l'histoire aussi, d'où ça vient. Et peut-être nous faire une petite présentation, enfin quelque chose pour nous montrer ce que c'est. Ok. Alors d'abord pour l'histoire, on va essayer d'être très compact. On présente ça comme un des 4 grands arts traditionnels japonais de scène. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà entendu parler du kabuki, du no, peut-être un peu moins, mais aussi du bulaku, c'est le théâtre de poupée. Et le 4e, c'est le rakugo. Quand on se penche sur ces 4 arts, on regarde ça un peu de près. Le rakugo paraît être un peu, le parent pauvre des arts traditionnels dans le sens où il n'y a pas de masque, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de perruque. On a juste un éventail blanc et on a un carré de tissu qui s'appelle le tenugui qu'on va utiliser comme élément pour suggérer des situations que l'on est en train de raconter, que l'on est en train de mimer. Sur scène, on est assis sur les genoux, habillé en kimono, position seiza, donc il n'y a que le haut du corps qui bouge, et tout se passe finalement dans ce qu'on appelle le cadre du conteur, et c'est vraiment une spécificité japonaise, c'est pour ça que je parle de sit-down comedy, parce que le répertoire du rakugo, ça reste quand même des histoires relativement drôles, humoristiques, et c'est assez intéressant de se plonger là-dedans, parce qu'on a l'image, en particulier en France, que les Japonais ne rient pas, alors qu'il y a une culture de l'humour qui est centenaire finalement au Japon. Et donc moi je travaille à adapter ça en français en particulier, à faire connaître cet art en France, en francophonie. Japan Tour Festival, ça fait presque 10 ans que je viens, tous les ans. Et puis ça commence à prendre vraiment de l'ampleur. Il y a des mangas que je traduis en français sur le sujet. Mais ça reste encore quand même assez intime. Donc on travaille à essayer de faire connaître ça de façon un peu plus
grande. Alors je fais des ateliers, je fais des interventions au milieu scolaire. Bon, les ateliers c'est difficile hein, parce que souvent les gens ils ont plus de 60 ans, ils veulent pas se mettre à genoux. Même moi déjà ça commence un peu à tirer. Mais non, blague mise à part, ça reste assez physique, mine de rien. Et voilà quoi, donc on est sur la culture de l'oralité mondiale, le storytelling, l'histoire, mais on est plus dans... En fait c'est les personnages de l'histoire que l'on raconte qui racontent l'histoire. Il n'y a pas de point de vue de narration extérieure, donc il y a un côté de jeu aussi. C'est pour ça que je parle souvent de contes théâtralisés, même si on n'a pas de décor, mais il faut donner un certain jeu d'acteurs. Alors évidemment il y a des codes très japonais, pour faire une femme, pour faire un animal, il y a beaucoup d'animaux dans le rakugo, pour faire un samouraï, etc., etc., etc. Voilà. D'accord. Ah oui, il y a quand même pas mal de choses. C'est très vaste, hein. Ouais. Et du coup, initialement, c'était prévu... enfin, j'imagine que du coup, de base, vu que c'était plutôt des contes pour enfants, j'imagine... à sa création, est-ce que ça était plutôt pour les destiner aux enfants? Pas spécialement. On a ce qu'on appelle 2 catégories au Japon d'histoire, ce qui sont les mukashi banashi, c'est les histoires d'autrefois. Ça correspondrait peut-être justement plutôt ça à des contes pour enfants qu'on apprend dès la petite école, etc., etc. Et puis le rakugo, c'est vraiment un art populaire, un art de la parole qui se suit dans les théâtres, mais qui est en même temps très moderne parce que il y a des rakugoka à la télé, il y a des rakugoka à la radio, il y a des mangas, ce qui n'existe pas avec le kabuki ou le no, ou moins en tout cas. Mais il y a des rakugoka au Japon qui sont des superstars parce qu'ils ont des émissions de radio, des émissions de télé, etc., etc. Et parmi ces histoires, alors je peux vous en raconter une vite fait. Alors je vais pas me mettre à genoux ni rien parce que sinon après la technique va gueuler. On veut savoir, il faut le suivre. Mais une des histoires les plus célèbres, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a un prénom hyper long. Le prénom c'est Jugemu Goko no Surikire Kajari Suigyo Suigyo Matsu Lai Matsu Furai Matsuku Neru Tokoro Nisumo Tokoro Yaburakoji no Burakoji Paipo no Shuringan no Gunindai no Pompoko Pompoko no Chokyume no Chosuke. Et ça c'est une histoire qu'on travaille quand on débute pour la diction, pour la rapidité de l'élocution. Ça consiste à dire le prénom de plus en plus rapidement. Et le truc c'est de dire, il lui arrive plein d'histoires et il dit Jugemu hein, m'a frappé sur la tête et ça fait mal. Ah bon? Tu es sûr que c'est Jugemu qui t'a frappé sur la tête? Mais ah bon? Mais oui, mais regarde, regarde, j'ai une bosse. Ah bon? Mais non, t'as pas de bosse. Bah c'est normal parce que son prénom est tellement long que la bosse a disparu. Donc c'est des petites historiettes comme ça, toutes rigolotes, toutes mignonnes. Et ça, par exemple, Jugemu, c'est devenu aussi, on le trouve maintenant dans les manuels scolaires des années 2000. Et tous les petits japonais connaissent l'histoire de Jugemu sans faire du rakugo. Non plus. D'accord. Donc c'est vraiment un art qui est vraiment très très vivant, très très présent dans le quotidien des Japonais. Et souvent des gens de ma génération leur disent mais vous avez connu comment le rakugo? Ben, c'est en allant au théâtre. Mon grand-père m'a amené voir du rakugo parce que les théâtres de rakugo sont ouverts 365 jours sur 365. On peut en écouter tout le temps. Et je vous dis au revoir à la télé aussi. Ce qui est moins vrai avec le kabuki, c'est des saisons, c'est des périodes, etc., etc. Donc c'est très très présent dans la culture japonaise, mais ça a encore un peu du mal à sortir justement de l'archipel. Ouais. Bon, les Japonais, ils contribuent aussi. Hein, ils aiment bien dire bah non, c'est nous qui le faisons, on va pas laisser les autres le faire non plus. Mais quand on y travaille bien, c'est vrai qu'il y a la barrière de la langue à l'origine. Je pense que Judaichi-san sera d'accord avec moi. Le japonais, c'est pas toujours adaptable. Ouais. Mais heureusement, le français est une langue tellement riche que quand on cherche bien, on peut aussi trouver des moyens d'adapter et de faire passer ça avec fluidité auprès du public français et francophone. Super intéressant, et puis je pense que c'est un travail sur les années, quoi. C'est un travail c'est sur les années, puis ça va ensemble finalement. Moi je me suis mis à la traduction de manga il y a une dizaine d'années, qui n'était pas du tout mon truc à l'origine. Les mangas ça m'a jamais intéressé, puis maintenant je suis traducteur de manga, bon on va savoir pourquoi. Mais c'est le rakugo qui m'y a amené aussi. Parce que j'avais trouvé un titre sur le rakugo, je me suis dit il faut le traduire en français pour faire connaître. Enfin l'idée pour moi c'est vraiment de faire connaître. Parce que c'est le rakugo comme un art de la scène finalement à part entière dans l'histoire mondiale des arts de la scène et de l'oralité. Après moi ça m'est égal hein, que les gens soient intéressés par le Japon ou pas, c'est pas la question. Si un jour on me dit c'est super le rakugo, le Japon m'intéresse pas, c'est pas grave. Ouais. L'essentiel c'est qu'ils aient découvert un nouvel art de la scène. Je pense qu'en France on est bien éduqué culturellement sur plein d'arts aussi. Je pense qu'on peut y arriver avec le temps. C'est vraiment cette démarche-là.
mais c'est vrai que le fait de traduire des mangas, ça m'aide aussi dans les travaux d'adaptation. Alors je suis pas tout seul, mais ça fait vraiment un tout, quoi. Le lien dans tout ça, c'est vraiment l'amour de la langue japonaise, qui lui, pour le coup, est intarissable. Ouais, bah oui, j'imagine. Puis bah j'imagine que du coup enfin, vous travaillez tellement vous deux dedans que voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi énormément. T'es dedans tout le temps, quoi, finalement. Bah oui, ça. C'est vraiment la tête dans le guidon, comme on dit, quoi. Mais du coup, c'est parfait que tu parles de manga, parce que du coup, je vais pouvoir aussi te donner la main, Judaichi. Avec Enfin, Judaichi, transition, mais là, bien avec sûr. Judaichi. Voilà, donc C'était là, prévu exprès. Ah non, mais Exact. honnêtement, bien joué. On m'a briefé avant de venir. Hein. Ah ouais, bah de toute façon, on a donné un fil conducteur à tout le monde. Pandora Respectez à la Sun, minute. attention, hein. Attention, il y a 10 secondes là. Ok. Alors du coup, tu nous as présenté un peu ton travail. Nous, quand on en avait discuté ensemble, on s'est dit que ça serait intéressant que tu nous parles un petit peu tu sais, des différences avec la langue japonaise que on apprend. Donc, je sais pas si c'est vraiment celle qui est basée sur Tokyo, mais tu sais, t'as aussi le japonais qui est un petit peu dans les campagnes, avec les expressions, etc. Et peut-être justement travailler par rapport aux animés. Est-ce que dans certains animés, tu peux voir cette différence ? Je trouve que ça pourrait être intéressant justement d'en discuter. En fait, pour partir du début, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas forcément apprendre le japonais avec les animés parce que c'est parfois un peu spécifique, c'est du vocabulaire ou du langage parfois très familier. Et c'est vrai, on peut pas nier ça, hein. Il y a de ça et il faut faire très attention. Je pense qu'il faut avoir une vraie médiation quand on travaille avec les animés. Donc c'est pour ça que généralement on ne travaille pas tout seul, sinon on fait vite des erreurs, mais bon, c'est pas très grave. Au pire, soit ça amène souvent à de l'humour parce que bon, les Japonais ils sont pas non plus toujours hyper fermés, ils vont pas nous regarder mal si on a dit un truc mauvais. Moi, ce que j'appelle, on a parfois le totem du gaijin. C'est-à-dire qu'on est étranger, donc forcément, bon, parfois on va dire des choses qui sont plutôt drôles, même si c'est pas forcément approprié. Mais bon, ils se disent c'est pas grave, il apprend la langue et c'est déjà pas mal, quoi. Et pour revenir sur cette diversité, c'est là où c'est le plus intéressant pour moi parce que y a beaucoup de gens qui vont penser, qui disent non, il faut apprendre le japonais standard, donc des manuels, et très souvent c'est le japonais, oui, tokyoïde, c'est-à-dire vraiment très standardisé. Ouais, c'est ça. Et évidemment que pour les bases, c'est important parce que ça reste, on va dire, le japonais que tout le monde plus ou moins comprend. Tous les japonais comprennent, il n'y a aucun problème. Mais les animés et les mangas permettent aussi de se diversifier et je pense que les gens ne le remarquent pas s'ils n'apprennent pas le japonais. C'est qu'il y a beaucoup de personnages qui parfois adaptent des langages qui viennent par exemple du Kansai ou d'Okinawa par exemple. Et en fait, si on n'apprend pas le japonais, on ne peut pas le capter. Et parfois, il y a des formes grammaticales qui sont spécifiques au Kansai. Et en fait, si on ne le sait pas, on se dit mais qu'est-ce que c'est ? On cherche un petit peu, on se dit ah oui d'accord, donc en fait ce personnage-là, il vient du Kansai. C'est comme si nous, on avait un dessin animé et qu'on avait un personnage qui parlait un peu en marseillais avec Oui, d'accord. ou le provençal en général. Et c'est ça que moi j'aime bien, c'est que évidemment que on va pas forcément utiliser ce langage-là, mais dans l'apprentissage du japonais, il n'y a pas que le fait de s'exprimer et d'utiliser la langue, il y a aussi le fait de le comprendre. Et l'aspect culturel, il est aussi important. Et pour moi, en japonais, c'est quand même presque c'est du 40-60. Ça veut dire quelqu'un qui maîtrise bien la culture va d'autant mieux maîtriser la langue. Et donc il faut avoir ces références-là. Et alors je reviens sur la référence de Jugemu parce que ça arrive aussi qu'on ait ces références-là dans les animés. Je crois qu'ils ont fait il y a eu un sketch de Fullmetal Alchemist qui reprennent Jugemu. Ouais. Ça m'a tilté comme ça. Et pareil, en fait c'est plein de ponts. Évidemment, si les gens ne connaissent pas, s'intéressent pas vraiment parce qu'ils se disent non, les animés, il faut s'en éloigner pour le japonais. Ben non, c'est pas vrai. Il faut s'y intéresser. Après, bien sûr, il faut prendre des pincettes et se dire qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut comprendre. Et là, encore une fois, ce que je répète, c'est que le japonais, ça n'est pas que pour parler ou que pour produire. C'est aussi pour comprendre et entendre. Donc forcément, les références culturelles, les références même linguistiques, elles sont importantes aussi pour cerner des personnages et pour aussi diversifier son champ des possibles en japonais. Si on apprend que le japonais standard de conversation, c'est très bien, on peut s'en sortir au Japon et c'est peut-être probablement le but principal de n'importe quel apprenant, mais il y a aussi le fait de pouvoir ouvrir un roman en japonais dans un registre parfois un peu plus poli ou dans un contexte parfois, les familles impériales, etc., qui parlent avec un registre beaucoup plus soutenu ou parfois avec du vocabulaire assez spécifique. C'est super intéressant et concrètement, c'est une richesse en fait. C'est vraiment une vraie richesse et je pense que c'est dommage de négliger ça et en tout cas de dire aux gens
que ça vaut pas le coup d'apprendre avec les animés. Je pense que c'est complémentaire, d'autant plus que ça fait plaisir puisqu'on retrouve la plupart des jeunes en ce moment, voilà, on est à Japan Tour Festival, c'est du cosplay, donc c'est beaucoup de références au manga. Il y a beaucoup de gens que je croise qui ont envie d'apprendre le japonais et j'ai pas envie de leur dire que non, t'adores les animés, t'adores les mangas, mais non, il va falloir que tu passes par des trucs bien scolaires, etc. J'ai dit oui, tu peux faire ça, mais accorde-toi aussi un petit peu de temps au récréatif et à dire que le japonais peut se travailler aussi de manière récréative avec ce que tu aimes, tout en prenant des pincettes, mais c'est ce qui maintient la motivation pour apprendre le japonais et aller le plus loin possible. Et je rebondirai sur le fait de connaître aussi un petit peu les dialectes. Comme tu dis, il y en a beaucoup, dans beaucoup de mangas. Et quand on arrive à faire la différence et voir que tel personnage parle comme ça parce qu'il vient de telle région, on apprécie énormément, beaucoup plus ces subtilités que malheureusement on ne peut pas traduire en français. Ça, c'est un problème de traduction. Mais je veux dire, même si le Kansai, Osaka c'est Marseille dans l'absolu, on va pas traduire des mecs qui parlent en Kansai Ben en marseillais si tu veux. Ça n'a aucun sens, ça se passe au Japon, pourquoi les mecs qui parlent en marseillais même si tu traduis en français. Donc ça c'est une autre question. Mais c'est vrai que moi en tant que traducteur, je me trouve souvent face à ce problème, c'est que je peux pas apporter cette subtilité en français parce que c'est du dialecte, alors que tu vas te marrer parce que tu le comprends ce dialecte. Y a plein de trucs comme ça et c'est très important ce que dit Judaï-san. De toute façon, dans le manga, c'est très connu qu'il y a beaucoup de blagues en français, malheureusement, qui tombent à l'eau. Parce que c'est littéralement ça, en fait. Absolument. Et je disais tout à l'heure, la langue française est aussi une langue très riche, mais c'est vrai qu'on s'éloigne aussi simplement de la galéjade, on va dire, ou de la boutade en japonais. On est obligé de partir sur un autre franco-français qui colle quand même au dessin, parce que voilà, on va pas partir dans plus n'importe comment, mais c'est vrai qu'il faut vraiment créer quelque chose qui finalement n'a pas rien à voir, après qui n'influence pas sur le déroulé de l'histoire, c'est sûr, mais c'est vraiment un travail d'adaptation et c'est pas facile. Ouais, j'imagine. Et puis en plus, c'est aussi souvent ce qu'on dit, c'est que le japonais, c'est aussi quand même beaucoup de, pas sous-entendu, mais de sous-entendu ou de manière de formuler la chose que nous on peut vraiment pas faire en France. Absolument. Et alors du coup moi je voulais poser une question, alors c'est très général parce que ça va vous toucher vous deux on va dire de plus près ou plus loin. C'est du coup, est-ce qu'il y a des traductions des fois que vous voyez dans des mangas ou autre chose qui des fois du coup vous n'êtes pas d'accord avec la formulation, parce que du coup j'imagine que automatiquement du coup, vu ce qu'on vient de dire sur la langue japonaise, il y a aussi une part d'interprétation personnelle indirectement. Est-ce que des fois alors, c'est pas gêné parce que je pense que ça gêne pas, mais est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites j'aurais peut-être fait ça comme ça? Alors moi j'ai pas de cas particulier, par contre traînant sur les réseaux sociaux, on a souvent parfois des personnes qui s'insurgent contre les éditeurs parce qu'ils ont traduit certains noms par un nom en français qui correspond pas ou qui a priori va peut-être amoindrir un peu le personnage. Et alors honnêtement, moi j'ai pas tout le temps d'avis là-dessus parce que c'est pas mon travail et j'aime bien avoir du recul là-dessus, même si je connais la langue, parce que moi je respecte énormément le travail des traducteurs. C'est un exercice qui est pas facile, il faut le rappeler, parce que je pense que les gens se rendent pas compte que parfois les gens n'ont pas envie qu'on traduise des noms japonais par des noms français, comme ce qu'ont pu faire par exemple les éditions, je peux dire le nom? Oui. Ouais, les éditions Glénat par exemple, avec One Piece récemment. Mais on se dit, mais en fait le but de la traduction, c'est aussi de rendre aussi l'âme qui est dans le manga à un francophone. Et le problème, c'est qu'on peut pas avoir une traduction qui est sans arrêt avec des astérix pour des références, etc. Alors c'est la facilité, même si parfois ça arrive parce que c'est très compliqué, mais c'est ça aussi la traduction, c'est aussi parfois d'essayer de passer par des prises de risques pour essayer de trouver le juste milieu entre ce qu'on peut faire en japonais et ce qu'on peut faire en français, et ce qu'on peut faire un pont entre les deux, et c'est super intéressant. Mais et il y a beaucoup de gens qui pensent que la traduction c'est simplement traduire le contenu. Ouais, mot pour mot. Voilà, et genre juste il faut traduire l'information, sauf que non, il faut rendre toute l'âme, toute la substance du manga, et on peut pas faire ça avec juste des astérix en disant on va expliquer les références, parce que sinon ça devient un précis de culture ou de linguistique, ça devient n'importe quoi, et d'autant plus pour traduire des ouvrages comme ça, parce que là c'est plein de références. Dans des domaines spécialisés, des jeux de mots, tout ça, en français. Moi, énorme respect, moi je dis c'est... moi je respecte les gens qui traduisent par exemple des mangas sur le shogi ou des choses comme ça, enfin des domaines.
Pour rebondir aussi un petit peu, moi je dirais que moi je pars du principe qu'une traduction parfaite, déjà ça n'existe pas. Les trucs que j'ai traduits il y a 10 ans, des fois je les reprends maintenant, je me dis en fait j'aurais pu le dire comme ci, j'aurais pu le dire comme ça. Comme tu dis, il faut qu'il y ait aussi l'âme du traducteur, c'est pour ça qu'on parle aussi de traduction, d'adaptation. Des fois il faut savoir jongler, des fois il faut savoir recréer quelque chose aussi, c'est pas juste effectivement traduire, c'est vraiment une recréation, une transmission. Parce que si c'est pour lire un manga avec des astérix toutes les 2 pages, on s'en sort plus. Donc il y a ça. Et après, effectivement, on peut tomber sur... moi je vous dis, ça fait une dizaine d'années que je suis dans ce métier. Il y a des gens avec qui je travaille pas. La première fois, ils me demandent de faire un test. Le test marche pas. Ok, c'est pas grave. Je veux dire, moi je travaille sur ce titre, sur ce titre, sur ce titre. Vous préférez un truc comme ça? Parce que c'est vraiment aussi dans un instant T une traduction. On va rendre le truc, si le gars il est pas content ce jour-là pour raison X, ah bah non, ça me convient pas, non merci, au revoir. Ça peut être ça. D'accord. Donc c'est vraiment très aléatoire la traduction et c'est pas parce qu'on a des références qu'on va automatiquement traduire plein de trucs. Ou alors je dis voilà, si demain je dois traduire moi je traduis Détective Conan. Bon, il y a un personnage qui parle beaucoup de shogi justement. Oui. Il y a un grand maître Haneda. Et lui, quand il sort, je m'arrache les cheveux, quoi. C'est pour ça que j'en ai plus, parce que je sais que, putain, il faut que je retourne faire mes recherches sur le shogi. Bon, tu me diras, t'as qu'à les noter au fur et à mesure, ça ira plus vite, mais des fois, il ressort au bout de 10 tomes, ce couillon, et tu dis, ah merde, il est encore là. Oh, pourquoi t'es là voilà, donc ça arrive, quoi. On a une question dans le chat, et c'est alors, on va mettre les guillemets comme il l'a bien précisé. Oui. Question de Vox, est-ce qu'en France, on est plus doué pour les traductions que les pays anglophones? Je sais pas si on est plus doué, Entre parce grosses que guillemets. je peux pas comparer justement avec les pays anglophones. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que le français est une langue assez riche pour pouvoir aussi bien retranscrire des émotions comme on peut les trouver dans les mangas, quoi. Parce qu'il y a énormément d'émotions aussi dans les mangas. Ça, c'est peut-être un truc qu'on oublie de dire assez souvent parce qu'on a cette image des Japonais froids, discrets. Mais en fait, c'est bourré d'émotions, les mangas, ne serait-ce qu'avec les onomatopées. Et ça aussi, c'est pas facile à traduire. Donc, je pense pas qu'on soit plus doué, mais on a peut-être plus de choix. Je sais pas ce que tu en penses. Alors il faudrait faire une étude comparative parce que bon, il faut connaître les traductions anglaises. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, et c'est pas que par rapport aux langues, c'est que je pense qu'en France, on respecte de plus en plus le manga parce qu'on aime de plus en plus, et ce qui fait que dans beaucoup de domaines en rapport avec le manga, même l'animé, on peut parler de doublage aussi, j'ai l'impression qu'on respecte de plus en plus le format de base, ce qui fait qu'on a envie, on a cet amour et donc cette envie, cette volonté de vouloir y coller le plus possible, essayer de rendre, alors que voilà, peut-être cette question pourrait être posée dans cet angle-là, est-ce que les anglophones ou d'autres pays, d'autres langues, est-ce qu'ils ont cet amour qui les pousserait à aussi se surpasser et à faire des recherches autant qu'on peut avoir aussi en français mais bon, c'est une question un peu compliquée. Ouais, c'est une question... On a encore 1 heure là, non, tout ça. Ah non, malheureusement... Non, hélas. Pendant ça, je voulais poser une dernière question. Alors du coup, ce sera pas sur toi, Cyril, tu m'excuseras. Mais Judaichi, si à l'avenir, tu as eu une occasion de traduire un manga, comment tu te places? Est-ce que tu te sens de le faire? Honnêtement, en vrai, si on me le propose, je me dis oui, c'est quelque chose à prendre. Après, encore une fois, je pense que il faut pas sous-estimer ce métier-là. Il faut pas se dire que parce qu'on maîtrise la langue, on peut le faire. Et surtout que les gens pensent que pour traduire un manga, il faut être bon en japonais. Ben non, il faut être meilleur en français surtout, parce que moi, honnêtement, la langue japonaise, alors maintenant je la connais assez bien, même si on apprend toujours, mais j'ai encore plein de lacunes en français, mine de rien, et la langue française est tellement riche et complexe qu'il y a plein de choses que je maîtrise pas, et donc même si je peux éventuellement traduire pour encore rendre le sens, rendre l'information, mais c'est pas ça la traduction. La traduction, c'est rendre encore une fois la substance, l'ambiance, la subtilité des personnages, leurs nuances, et ça, il faut avoir une connaissance en français qui soit... Et voilà, moi, je vois des collègues spécialistes. Voilà, des collègues traducteurs, généralement, leur qualité, c'est pas d'être bon en japonais, c'est d'être bon en français. D'ailleurs, les correcteurs et les correctrices, généralement, ne parlent pas japonais. Ils parlent français. Ceux qui passent derrière nous, et c'est eux qui nous
qui Ils vont font le beau travail aussi. Oui. Faut le noter ça. Donc j'essaierai, mais je leur dirai passer derrière moi quand même une ou deux fois, on Ouais. sait jamais. Et voilà. Bah, en tout cas, un grand merci à vous. Ouais, merci beaucoup Bah, à merci vous. à vous. On espère merci que les questions de étaient nous avoir pertinentes. Très, très accueillis. Toujours, intéressant. pas de souci. Et puis, on peut vous retrouver où du coup là? Alors peut-être pas Oui, ce c'est soir vrai. parce que là on commence à arriver en fin de salon, mais demain, après-demain. Oui, moi demain matin j'ai une conférence sur la traduction de manga justement avec Fedo Hassan. J'ai des spectacles de Rakugo, c'est des initiations plutôt, mais enfin une demi-heure sur la scène tradition. Et puis je vais traduire aussi pour des interventions de Nakamura-san qui sont des invités d'honneur, tout ça. Et un chef cuisinier qui vient du Japon qui s'appelle Nakai-san qui va être sur la scène cuisine demain aussi. Et qui va faire une conférence sur l'histoire de la cuisine japonaise dans la pop culture. Oh, trop bien. Oh, génial. Gros programme. Ouais. Et de mon côté, je serai au stand 204. Généralement, j'accueille les gens, on fait des petites dédicaces, des photos. Et à 11h demain matin, je serai, je crois, en conférence quelque part par Quelque là-bas. part. C'est un endroit. Un endroit, si vous êtes au Japan Tour, regardez C'est ça. le site du Japan Tour, ça sera très bien. Et je ferai un cours de japonais pour se présenter en japonais. Ok. Et je serai muni de 39 animés pour illustrer les propos. Trop stylé. Voilà. Stylé de fou. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci à vous. Bon Merci courage à pour vous le et bon salon. courage merci pour à la tout le monde. suite. Puis bah, on espère vous recroiser bientôt. Avec plaisir. Ah ouais. Salut. Et salut. Et bien, ce fut ma foi un début de Incroyable. live mouvementé. Ouais. Du coup, après, on rencontre qui? Culture Japon. Ok. Vous pouvez y aller, les gars. En fait, c'est au milieu de l'enchaîner, Allez-y. désolé. Merci beaucoup en tout cas. Et oui, Vox, tu es observé. Et Culture voilà, donc, Japon qui arrive, qui sont déjà présents, qui arrivent avec nous là. Alors, du coup, vous l'avez compris, hein, le sujet c'est Tokyo. C'est Tokyo. mais Et un Voilà, peu Japon, on tourne essaye de autour tourner un parce que petit peu autour. c'est pas toujours facile. Encore un grand merci. Merci et beaucoup bon courage à Cyril, vous. merci à Jodaichi. Et ça arrive, ça y est, installez-vous, allez-y. Ah, la gourde d'eau, c'est important. Je comprends. Et c'est parti. Donc on enchaîne. Là, on est vraiment en plein enchaînement. Donc on vient de voir le rakugo et un petit peu la langue japonaise. Et on va dire par rapport à la traduction et etc. Qu'est-ce qu'on va... Alors déjà, peut-être vous présenter, ça peut être bien. Qui êtes-vous On va aussi un peu parler peut-être de votre site internet puisque vous en avez un. Je vous laisse gérer tout ça. Alors moi c'est Rémi. N'hésitez pas à... Ouais, n'hésitez pas. Comme Manger on le dit chez micro, nous, comme on manger dit. le micro, voilà. Donc moi c'est Rémi, elle c'est. Alizé. On est journaliste depuis un paquet d'années et on a lancé il y a quelques mois, la première vidéo est sortie en novembre 2022, une chaîne YouTube où on parle de culture japonaise. C'est pour ça le titre on a quand même très très bien choisi. On Effectivement. allait chercher loin, gros brainstorming, ça a été bon. C'était long. Des heures de travail. Exactement. Gros débat. Et donc on parle de culture japonaise au sens très large, de toutes les cultures japonaises. On parle de nourriture, on parle de manga, on parle d'animé, on parle de religion, on parle d'histoire, on parle... On parle aussi de ceux qui font vivre en fait la culture japonaise pour le moment en France parce qu'on a fait vraiment nos reportages en France pour le coup. Et voilà, on va Nous on rencontrer est basé des à gens. Toulouse, Ok. Ah on oui. fait ça de Toulouse et on se balade en France aussi, mais voilà, on parle des personnes qui sont là et qui font vivre cette culture. Donc ça peut être aussi bien des gens qui font de la cuisine japonaise, des choses particulières, mais on est aussi allé par exemple voir du côté de Nice David Rasputin, c'est un Français, il est tatoueur et il s'est formé au tatouage à la dure au Japon Ah ouais. pendant Tatouage 5 ans traditionnel, au Tebori. chez les Yakuza. Ah oui, trop intéressant. Voilà, donc il a une histoire à raconter qui est passionnante. Donc on a pu évoquer avec lui aussi bien son parcours que le tatouage traditionnel. Donc le tatouage traditionnel, pour ceux qui ne savent pas, c'est au Japon, c'est à la main. C'est avec un bout de bois sur lequel il y a les aiguilles et Ah, ok, Ah ouais, donc oui. c'est vraiment des petites petites aiguilles, c'est un c'est de vrai... l'endurance surtout. Enfin, c'est plutôt Ok. le geste, c'est comme ça. Et donc c'est des séances où les mecs, le tatoueur, il est super endurant et voilà, donc ça n'a pas le même rendu. Des choses comme ça, donc ça c'est un exemple. On allait voir au fin fond de Lyon, on a vu un sanctuaire Shinto, le truc improbable. Ah ouais. Il y a le Tenu par, tori. voilà, tenu par, enfin, en fait, c'est deux moines bouddhistes Shingon, donc mari et femme, qui ont un temple bouddhiste et Ok. qui ont accueilli un sanctuaire Shinto dans l'enceinte de leur temple bouddhiste. En fait.
Ok. Donc voilà, donc ces choses-là qu'on aime bien les voir et puis parler des gens qui les ont faites, pourquoi, comment, et raconter ces histoires-là. D'accord. Et en profiter pour partager un peu. On a parlé du sanctuaire, on a profité pour parler un peu de la religion Shinto qui est pas très connue, etc. Oui, c'est vrai. Alors, il y a juste Tata qui demande si c'est possible de répéter votre chaîne YouTube. Alors c'est Culture Japon. Ça va, c'est Vous pas pouvez trop faire plus compliqué simple. normalement. Culture, Japon. Voilà, c'est ensemble, c'est. Normalement, vous pouvez le trouver assez facilement, c'est Ouais. Et du coup, comment ça vous est venu cette idée-là d'aller sur la culture japonaise? Alors, j'imagine que vous étiez déjà passionné avant, par logique. Ça me paraît plus simple quand même pour se mettre dans un thème comme ça. C'est du coup, vous disiez que vous avez toujours été journaliste? Oui. Avant, vous Ouais. étiez journaliste plus On est en fait- général? on est journaliste de métier, c'est Ok. notre formation, et on a travaillé une dizaine d'années, Rémi un peu plus, parce qu'il est plus âgé, mais dans des rédactions en fait locales. D'accord. C'est-à-dire mais toujours du papier ou du web. Voilà. Récemment à Toulouse, on travaillait à la Dépêche du Midi par exemple. Et on a eu envie de tenter un peu l'aventure journalistique en indépendant. Et on s'est dit, si on doit être indépendant, quel sujet on a envie de traiter, qu'est-ce qui nous éclaterait, sur quoi on voudrait bosser 60 heures par semaine. Et en fait, clairement, c'était le Japon. Et Ça qu'est-ce a qu'on été- veut montrer, comment on veut le Qu'est-ce qu'on veut montrer. montrer, comment on veut le montrer. Le Et, confinement, moi, c'était l'occasion de bouffer beaucoup de YouTube. Ok. Donc, parce qu'avant, moi, elle était vidéo, moi, sans plus. Mais ça, voilà, j'ai pris goût pendant le confinement à bouffer du YouTube. Et voilà. Le confinement était aussi pour nous une grosse frustration puisqu'on devait partir au Japon pour la première fois en mars 2020. Ok. Fin mars 2020. Donc, très grosse frustration. Effectivement, c'était Effectivement, plus compliqué, c'est- ouais. Voilà, donc tout ça a nourri. Et Et du coup, vous avez commencé quand? Je sais plus- première vidéo sortie en novembre 2022. Ah oui, donc en fait, c'est ouais, tout c'est récent. tout Ouais, c'est récent, ouais. Ok. Ouais, on a un peu plus de 6 mois, ouais. Ok, d'accord, donc ouais, effectivement, donc c'est tout récent. Et alors du coup, ouais, vous avez fait plein de choses différentes, j'imagine, tout ça. Et est-ce que du coup, vous êtes allé au Japon au final? Pas encore. Ah. Pas encore, ça viendra. Une date de Ça prévue viendra, ou, mais non, mais Vous avez déjà une idée tout était fermé pendant. Ouais. Ça a rouvert Ouais, c'est- il y a quelques mois. Ouais, c'est et vrai, donc le temps de réorganiser. On voit que les prix des avions aussi sont maintenant. Donc, non, on va y aller. Mais On va y aller. ça se refera. Faudra un mais- petit peu attendre. Ouais, voilà. Et on voudrait- Mais Peut-être vous- l'an voilà, c'est le prochain, projet. On aimerait bien l'an prochain, mais voilà. c'est- On va croiser les c'est à doigts. voir. Ouais. On va croiser- Ça serait bien, ça peut être cool. Du coup, est-ce qu'on partirait pas pour parler Allez, de vas-y, notre ouais. sujet que j'apprécie énormément et je pense que vous aussi, Ouais. du coup. Alors, on sait que Tokyo, c'est une ville qui a beaucoup changé et vous allez pouvoir nous en parler exactement en détail de tout ça. Alors, tu m'as donné un titre que j'ai adoré. Est-ce que tu t'en Ouais, rappelles? alors, j'ai parlé de Tokyo, la ville phénix. J'adore Mais alors, ça. je n'ai rien inventé. C'est une expression qui est adoptée par moult historiens ou autres. Voilà, on va vous parler de Tokyo, effectivement, la ville phénix, puisque c'est une ville qui est tout le temps construite, reconstruite, qui est renée. Voilà, on va parler de ça, pas que de ça, mais c'est une. Voilà, quand on parle de Tokyo, de la modernité, c'est une modernité déjà d'apparence. Et cette modernité d'apparence, elle se comprend quand on part dans l'histoire. C'est pas anodin que Tokyo n'ait rien à voir visuellement avec Paris ou New York. Ça a des ramifications dans l'histoire. Donc c'est de ça dont on va essayer de parler. Ça va pas être un cours d'histoire chiant, on espère. Oh, c'est pas ensemble, objectif. non. De toute façon, s'ils ont des Mais voilà, questions, on va ils essayer- pourront On va poser. essayer de donner quelques clés voilà, pour expliquer qu'est-ce qui a fait que Tokyo est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord. Ok. Voilà. Et donc pour ça, on va commencer. Mais pour ça, il faut commencer au début. C'est mieux. Ça fait bien. Donc, Expliquez-nous tout. Le début, c'est un village de pêcheurs. En fait, très longtemps, Tokyo, donc anciennement Edo, c'était ni plus ni moins qu'un village de pêcheurs. Ok. Jusqu'au milieu du XVe siècle, ça n'était rien de plus qu'un village de pêcheurs avec des petites maisonnettes, etc. Et ça s'est développé vraiment sur le tard, mais assez rapidement aussi. En fait, donc il y a eu un guerrier qui est arrivé à Edo qui s'appelait Okan, excusez-moi de l'accent, qui lui a construit au XVe siècle du coup un premier château. Et ensuite, il faut remonter à la fin du XVIe pour que c'était le troisième unificateur du Japon, Ieyasu Tokugawa, y arrive, s'y installe. Et encore, lui, quand il s'y installe, il y a une centaine de maisons et c'est paysans pêcheurs. Enfin, c'est vraiment petite C'est un bled. bourgade, quoi. Ouais, Ouais, c'est- C'est un village. Mais juste pour comparaison, là, on est en 1590. Tokyo, c'est une bourgade, c'est rien du tout. Ah ouais. Faut se rappeler non, mais Oui, c'est rien, d'accord. c'est ça. Mais dans l'Antiquité, Rome avait 1 million d'habitants ou presque. C'est vrai. Athènes, 300 000. Voilà, on n'est pas sur les mêmes. C'est là où on se dit, mais
c'est totalement affolant de se dire qu'une des plus grandes villes du monde aujourd'hui s'est développée super tard par rapport ouais. à des cités antiques. Ouais. C'est vrai. Et donc au fil des années, donc Ieyasu Tokugawa en 1603 il devient shogun, il décide que ce sera sa capitale. Kyoto ça reste la capitale mais impériale, il y a l'empereur et lui il en fait une capitale shogunale Edo. Et en fait il va demander à ses vassaux de venir s'installer à Edo et d'y construire des palais, d'y construire vraiment des grosses maisons, enfin ça va commencer à se développer un peu là. Et ensuite je crois que c'est un autre shogun, Iemitsu Tokugawa. C'est son petit-fils, C'est son petit-fils, voilà. troisième shogun. Qui lui va carrément obliger en fait les daimyo à résider à Edo une année sur 2. Ils sont obligés. Voilà, il laisse la famille dans le fief et ils doivent y vivre. Non. T'oublies une pièce. Non, le truc est subtil. Il laisse la famille à Edo en oui. otage. Ah. Une année à Edo, une année chez eux, mais l'année où ils sont chez eux, la famille elle reste à Edo. Voilà. Parce qu'en gros, ce principe, ça avait deux Ça avantages. achète la loyauté quand même. Les familles, c'était ça. Et puis en plus, tout le pognon qu'ils dépensaient à venir, parce que quand ils venaient à Edo, c'était avec des centaines de personnes. C'est du pognon qu'ils n'utilisaient pas pour monter des armées. Donc c'était c'est Ouais. comme ça qu'ils ont fait la paix. Bon, ça, c'est une petite D'accord. anecdote, Là, c'est malin. mais c'est une belle histoire. Ah oui, plutôt. C'est bon à savoir. Et du coup, comme il y avait beaucoup de daimyo qui arrivaient, sont développés des palais, sont développés des infrastructures, les quartiers de plaisir, on va dire, voilà, aussi. Et en fait, Edo, va vraiment se développer hyper rapidement. Je crois qu'à la fin du 17e, début 18e, on estime à 1 million d'habitants. Certains historiens donnent Certains ça. ouais. historiens, voilà, disent 1 million D'accord. d'habitants. Ah oui, donc ça allait vraiment Ça super a été très rapidement. très vite. hein. Ouais, ça, on passe du village de pêcheurs à 1 million. Parce que Tranquille. quand on dit qu'il restait la capitale impériale, mais là en gros c'était la capitale où il y avait tout le pouvoir, toute l'économie, donc effectivement tout le Les monde est gens, en venu là. fait, ouais, c'est Tout ça, le ça monde est a venu un là. peu emmené tout le monde. Le Ça pouvoir était attire. là. Le pouvoir impérial, il n'était pas. Il avait une aura, comme ça, mais c'était les shoguns, c'était le pouvoir militaire qui décidait. D'accord. Ben voilà. Et alors ça, C'est vraiment ça sur le c'était juste début, pour montrer que voilà, Tokyo a eu un développement très rapide, que c'est pas quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que on trouve pas de ruines d'amphithéâtre ou autre. Oui. Voilà, c'est moderne. Mais en plus d'être récente comme ville, elle a été constamment détruite, reconstruite. Constamment, elle a évolué parce qu'elle n'avait pas le choix. Voilà. Elle a eu beaucoup de catastrophes en fait. Elle a Oui, été c'est beaucoup ça. de catastrophes. Il y a eu à l'époque d'Edo, en moyenne, apparemment, il y avait des incendies dévastateurs tous les 5 ans. Mais dévastateurs, on parle de 60% de la ville rasée après un incendie, Ah ouais. centaines Oh de la milliers de personnes vache. décédées. Ouais, il y a ouais. plusieurs incendies qui rasaient la moitié de la ville parce que les maisons en bois, maisons en papier, enfin c'est l'époque. Et puis, Voilà, ça je se sais pas si vous avez propage déjà vu, très vite et voilà, ça il y avait des fait, grosses beaucoup troupes de de dégâts. pompiers, je sais pas si vous avez vu sur les échelles, là. Il y en a 10 au pied qui tiennent l'échelle. Alors ils essayaient comme ça, mais ça partait trop vite. Donc ils ont eu toujours cette habitude de c'est détruit, on reconstruit, c'est détruit, on reconstruit. Et puis même plus récemment, le grand sisme du Kanto. Le grand tremblement de terre du Kanto Voilà, en en 1923. Ça fait quand même pareil, 60% de la ville détruite, 140 000 personnes décédées. Enfin, c'est énorme. Ah ouais, c'est. Voilà. Et en fait, elle a eu l'habitude de se reconstruire, mais toujours en évoluant dans ses matériaux, le bois, le béton, enfin, aussi au niveau de l'évolution des normes antisismiques. Enfin, voilà. Donc, elle a cette habitude-là de toujours se reconstruire, de toujours devoir évoluer Voilà, pour nous, faire face à ça. nous, on pense toujours à la Deuxième Guerre mondiale où il y a eu des raids dévastateurs. En une nuit, ils ont rasé je sais plus combien. La ville, il y avait quasiment plus rien. Il y avait des quartiers qui étaient entièrement à plat grès. Mais en fait, il n'y a pas eu que ça. C'est une des choses qui a fait que ça s'est reconstruit après la guerre, mais c'était déjà le cas avant. Ils avaient déjà évolué. Effectivement, ils passaient à chaque fois, ils évoluaient du bois à la brique, de la brique au béton, avec des constructions qui résistaient après mieux aux incendies, mieux aux séismes. Et donc, l'évolution s'est faite comme ça. Et architecturale aussi, évidemment, puisque quand ils se sont ouverts à la fin du 19e à l'Occident, ils ont essayé d'imiter aussi certaines choses. Et bien, des choses qui avaient été aussi des fois rasées par des incendies, hop, on mettait et on créait à la place. Donc, ils ont évolué comme ça au gré de l'annihilation de la ville ou presque. Parce que quand on dit 60%, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça fait. C'est gigantesque, quoi. C'est énorme. Surtout sur une ville qui commençait déjà à être tentaculaire, enfin monstrueuse au niveau population. Donc, ça, c'est quelque chose vraiment qui a fait que Tokyo a évolué, enfin Edo puis Tokyo ont évolué comme ça, forcé. Et donc voilà, c'est de là où vient le surnom de ville phénix, puisque elle était brûlée, elle était à terre, mais Elle renaît de ses cendres, Tout le le temps. principe de renaître. Tout le temps. Et puis souvent, c'est des reconstructions qui en plus vont très vite. Des fois, c'est en 3-4 ans, ils ont reconstruit un paquet de trucs. Ah oui. Ça peut aller très vite. Donc c'est pour ça que vraiment, elle se reconstruisait à chaque fois. C'est là où vient la modernité aussi, c'est qu'elle se reconstruisait avec les choses d'époque. Ils ne cherchaient pas à reconstruire. Il y a des bâtiments anciens qui ont été reconstruits, ça existe. Aujourd'hui, il y a des temples
qui sont millénaires, en fait, ils ont 40 ans, ils ont été faits en béton. Parce qu'ils ont été reconstruits, parce qu'ils ont été... le plus grand temple à Tokyo, le plus connu, je ne sais plus son nom, Asakusa, Ouais. celui qui est avec la grande porte qu'on voit tout, il date des années 70, ou 60 la construction. Parce qu'il a été... la pagode et le bâtiment principal, ils ont été rasés pendant les raids. D'accord. Mais il a été reconstruit à l'identique, mais en béton et acier. Ok. Parce que c'est plus simple. Ouais, parce que de toute façon, c'était comme ça qu'ils avaient... que ça avait évolué de leur côté, et du coup... ils ont toujours su s'adapter par rapport à ce qu'ils avaient comme problème. Et comment le reconstruire le plus vite possible avec ce qu'on a comme matériaux actuellement et ce qu'on produit, quoi. Ouais. Après, par contre, le truc un peu particulier aussi, c'est que la reconstruction, généralement, il n'y avait pas de plan de grande ampleur. Il n'y avait pas de grand plan d'urbanisme pour dire, bon, la ville, elle est à plat, faut qu'on reconstruise tout. Ah, on va réfléchir à Ouais, avancer on- comme ça. Un ouais. plan des On refait, il y a des mecs qui avaient leur maison. Il y avait une cramée, maison ils là. reviennent, ils retrouvent leur terrain, ils refont leur maison différemment. Et c'est pour ça qu'il y a. Alors, c'est pas l'anarchie, mais il y a des fois, on peut se demander quand même. Ouais. C'est quand même un peu tout qui se monte dessus, des fois, des Bon. bâtiments qui s'imbriquent. Et il n'y a pas eu, il y a pas eu Haussmann, par exemple. À Paris, si Paris a l'aspect qu'elle a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu les grands travaux haussmanniens. Ils ont refait, pareil, je crois que c'était 50% de la ville ou un truc. Oui, ça. c'est C'est ça. monumental. Et aujourd'hui, il y a cette apparence, et on n'oserait pas y toucher, on ne ferait jamais tomber Ah bah non, jamais les la vie. bâtiments haussmanniens. Mais eux, le problème, c'est que ce qu'il y avait avant, ça a été rasé, donc ils l'ont reconstruit. Mais ils refont pas en disant oui, on va refaire ce truc-là. Non, c'est pour ça que aussi ça fait disparate. Qu'il y a pas forcément d'unité. Et puis c'est comme ça qu'ils font. Il n'y a pas forcément aussi au Japon cet attachement à un bâtiment. Nous, même une maison, on voit des maisons de 1900, choses comme ça, elles restent. Eux, mais pas forcément. Il n'y a pas. Alors, il n'y a peut-être pas le même attachement, il y a peut-être pas le. Parce que aussi, eux, leur but, c'est plutôt d'évoluer vers du plus pratique, vers du plus adapté aux normes sismiques, des choses L'utilité. comme ça. Voilà. Et puis. Manque de place. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. Eux, c'est de l'adaptation. Et puis on peut le. Alors, j'ai lu dans certains bouquins, ils le mettent en relation avec le côté philosophe, enfin le côté spirituel. Que c'est en lien aussi avec l'éternel recommencement du Shinto. Que ça colle avec cette notion. Pour eux, une maison, non, c'est une maison. Elle est là pour servir, et puis après, une fois qu'elle a fait son œuvre, c'est pas grave, Elle une autre disparaît. prend la place. Ça va avec des notions bouddhiques aussi, voilà, qu'il y a une autre manière de penser, une manière plus de l'éphémère, de l'instant présent, que nous, on a moins. Nous, effectivement, on vénère les ruines. On aime bien garder l'ancien de notre côté. Nous, Ouais. la moindre ruine, on la reconstruit. Eux, pas forcément. Il n'y a pas cette chose-là. Par exemple, il y a un pont, c'est le pont de Nihonbashi. C'est un pont qui est très très ancien. Je crois que c'était le point de départ des 5 grandes routes principales au Japon. quand même. Ah oui. Et en fait, il a été reconstruit en 1911. Et en dans les années 60, il a été recouvert Juste avant, par juste avant les Jeux de JO. Tokyo, quand ils ont Voilà. construit Paris, Donc, ils ont construit beaucoup- très vite, énormément. Pareil, c'était dans l'urgence. Hop, on a Ouais, construit ils ont été le très truc. rapides. Ouais. ils ont- Ok. Et en fait, ils l'ont recouvert par une autoroute. C'est pas grave, enfin, je veux dire, c'est un pont T'as le pont comme ça, et puis t'as une historique autoroute qui qui est a là, une histoire on va de fou, dessus. mais voilà, il avait besoin d'une autoroute, il était sur le chemin, on l'a pas détruit pour, mais on l'a recouvert. Et apparemment, il y a débat régulièrement pour dire on va peut-être le découvrir, oui, on verra. Nous, Voilà. en Européens, on voit ça, on se dit, mais c'est ignoble, qui est l'abruti qui a fait ça Ouais, ouais. Pour eux, non, à l'époque, le but c'était fallait construire des avait autoroutes besoin pour les d'autoroutes, il y JO, avait pas besoin voilà, du pont de il y avait Nihonbashi. besoin. Et puis, donc, depuis des années, il y a des projets pour découvrir ce pont parce qu'on le trouve beau, enfin c'est joli, c'est de la vieille pierre, nous on est attaché à ça, on trouve ça joli. Et même ça arrive à faire débat. J'avais lu un truc, donc il y a un prof qui se bat pour ça, pour dire oui, il faut le découvrir, c'est parce que là aujourd'hui ça fait partie des trucs les plus moches qui existent à Tokyo. J'ai trouvé, alors citation, notre professeur d'université qui répond que l'autoroute métropolitaine, qui est devenue un symbole de l'histoire du génie civil japonais, a une plus grande valeur historique que le pont. Le truc, Ah ouais. c'est un pont Voilà. autoroutier qu'il y a au-dessus, c'est moche. Ouais, c'est pas beau. Ouais. Mais effectivement, c'est pratique, mais dit, oui, c'est peut-être joli en génie civil, mais voilà, nous, ça nous paraît aberrant. De toute façon, la culture japonaise en tant que telle, c'est beaucoup de praticité aussi. Oui. On peut voir dans les voitures, dans comment ils gèrent les achats de maison, les achats de parking avant d'acheter une voiture. Faut que ça se fasse comme ça, comme ça, comme ça. Et une fois que tu as fait ça, tu vas être tranquille. C'est à peu près ça, quoi. Et je pense que c'est un peu pareil aussi quand ils ont un projet de construction. J'imagine que c'est très long à se mettre en place. Par contre, le moment où ça sort, et que on est d'accord, c'est bon, tout le monde a signé, le lendemain c'est construit, quoi. C'est Et ça aussi, ce qui a fait un autre élément donc, qui a fait que Tokyo a beaucoup évolué rapidement, c'est que, en fait, elle s'est aussi agrandie rapidement.
Ok. Parce qu'en fait, le Tokyo qu'on connaît aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le Edo qu'il y avait au début. Parce Ouais. qu'on partait d'un Ouais, c'est ce que vous disiez au petit début. village. Edo, ouais, mais Edo surtout, quand il y a le château, à l'époque, est en bord de le mer. château, il donne sur une crique. D'accord. Aujourd'hui, le palais impérial, qui est reconstruit sur les ruines du château d'Edo, il est à 1 km de la mer. Il y avait vu sur mer, maintenant il y a vu sur building, mais c'est vraiment Parce ouais, que, la mer, on la voit en plus, fait, ils ont gagné sur l'océan. La baie de Tokyo, elle est assez grande, mais ils ont gratté dessus pendant À des force de années. construction. On connaît tous, enfin, beaucoup connaissent Odaiba, la ville où il y a plein de divertissements, où il y a le grand Gundam, le robot Gundam qui Ouais. fait Ah 30 oui. mètres, qui est animé, voilà. On sait que c'est une île artificielle. En fait, il y en a des dizaines comme ça. Ok. L'aéroport d'Haneda, c'est une île artificielle. Ok. L'aéroport entier, c'est une île artificielle. Mais ils ont commencé en fait à remblayer dès qu'ils ont. C'était au 16e, non, 17e, quand ils ont creusé les douves du château. Ah ben on a de la terre, hop, remblai, on fait des îles. Déjà, il y a 2 quartiers qui aujourd'hui sont des quartiers historiques Ah oui, d'accord. qui ont poussé comme ça. Ok. Et ils ont continué comme ça. Alors, le plus gros, ça a été quand même au 20e, où ils ont gratté, ils ont avancé. Si vous regardez une image satellite ou une image Google Maps de Tokyo, vous verrez si tous les trucs qui ont un contour un peu trop rectiligne, il est artificiel. Mais en fait, aujourd'hui, 95% du littoral de Tokyo est artificiel. Ok. Ah oui. Parce que c'est très dentelé et tout, mais voilà, il y a quasiment plus rien du vieux Tokyo qui donne sur la mer. Ok. Et ils ont gratté, ça s'est accéléré, séisme de 1923, ah ben il y a plein de débris, cool, des îles, allez. Ok. Voilà. Et On donc, compacte le ils tout. ont avancé. Alors, pas que Tokyo, hein, toutes les autres villes qui sont sur la baie de Tokyo Ouais. ont fait pareil. Mais voilà, ils ont gratté, et donc à chaque fois, hop, on a un nouveau truc, ça pousse vite. Et ça poussait avec du moderne, à chaque fois, avec le truc de l'époque. Il y a eu des îles dans les années 1910, dans les années 20, dans les années 60, et hop, tout a poussé, et ça continue. Ils continuent à en faire, des îles comme ça. De toute façon, j'allais vous poser la question, et aujourd'hui, du coup, Tokyo, est-ce que ça a encore est-ce que niveau démographie, tout ça continue à augmenter? Ou est-ce que peut-être ça, à un moment, ça a commencé à se stabiliser Alors, ou... Sur la baie, il y a encore de quoi gratter. Alors plus des... Mais je sais plus le chiffre que j'ai vu, mais il y a encore quelques dizaines, centaines d'hectares à gratter, ouais. Ah ouais. Donc, il y a Ah, encore quand des même. îles à faire. Ouais, non, il y a moyen. Après, bon, ils en sont revenus un petit peu, mais il y a eu surtout le problème quand il y a fait, c'était les déchets. Ah Et bah lui, là c'était oui. un problème, la baie de Tokyo était super polluée. Bon, après, ils ont trouvé le truc aussi, c'est qu'il y a des îles qui sont faites en déchets aussi d'ailleurs. Oui. Les îles, c'est des déchets cramés, des déchets non cramés qui sont machin. Ouais, ils ont essayé de avec les des gravats, utiliser. pouf, on tasse. Compacté, et puis... Je sais pas comment ils font, mais pouf, et ça fait des îles. Mais ils peuvent encore en faire. Alors je sais pas s'il y a encore des projets. J'ai pas réussi à trouver les infos là-dessus. Ça me surprenait pas qu'il y en ait. Après, ça a ses limites de toute manière. Mais clairement, enfin, Tokyo va pas progresser en population comme ils ont fait avant. Mais je pense Oui. que ça montera encore. Après, tout dépend des politiques qui prennent. Parce que si on sort de l'hypercentre, tu tombes quand même sur des quartiers plus résidentiels où c'est des plus petites unités. Si au bout d'un moment ils décident, ah ben non, on veut avoir plus de monde et donc on enlève et on met des complexes, c'est à voir. Mais là-dessus, j'ai pas la Ouais, connaissance ça- sur ce ouais, truc-là. ok. Mais après, on est à combien 15 millions, je crois, aujourd'hui, et puis l'aglo, elle en fait 40. Enfin, Ouais. c'est tentaculaire, mais après, de toute manière, le Japon, Tokyo peut s'étendre quasiment que vers la mer après. Ouais. Oui, c'est ça, Le c'est problème qu'à un de tout le moment... monde, Vite, c'est on que arrive aux les- montagnes, quoi. donc, Les 3 quarts du Japon, c'est de la vraiment, montagne. C'est pour ça qu'ils sont allés vers la mer, parce que de l'autre côté, au bout d'un moment, bah, t'es vite Oui, il y, coincé, quoi. a un moment, tu vas pas combler des montagnes. C'est vrai que c'est plus compliqué que la mer. Et tu choisis ton côté. Et puis la mer, c'est plus facile. Parce que Bah moi, oui. je crois que la baie de Tokyo, c'est qu'elle est pas très profonde. Il y a plein de choses qui font que c'est Ouais. possible. Mais voilà, c'est... Bah, du coup, alors, t'as un peu répondu, du coup, bon, c'est comme ça. J'avais une autre question, du coup, c'était... et du coup, les autres villes, par rapport à ça, est-ce qu'elles ont fait pareil? Est-ce qu'elles ont fait différemment? Est-ce qu'elles, je sais pas, elles ont construit en hauteur? Ou est-ce que... Et même, plus globalement, pour revenir un peu sur le sujet du Japon, les catastrophes, c'est pas que à Tokyo. Donc, Ouais, il y en a partout, j'imagine que du coup. toutes les villes ont un peu eu la même évolution. Ou est-ce que t'as quand même des villes qui sont encore... Alors, les catastrophes sont pas qu'à Tokyo, non. Oui. Après, les raids, c'était principalement. Oui, Tokyo, oui, par c'est contre, Tokyo qui a le plus effectivement, ramassé. Et c'est quand même les derniers. On va dire, ça a été le dernier coup de balai qu'il y a eu. Et voilà, le grand tremblement de terre du Kanto, c'était dans le Kanto, c'était pas ailleurs. Donc c'est pour ça que tu as des endroits où ils ont réussi à garder plus de vieux bâtiments. Après, c'est pas forcément qu'ils veulent raser tous les vieux bâtiments. Non, c'est pas- Mais on voit, il y a quand même un problème. Ils ont des problèmes avec leurs vieilles bâtisses, les vieilles maisons en bois traditionnelles. ouais, qui Elles se ont tendance perdent. à se perdre, Oui. ouais. Il y en a beaucoup qui ont été aussi abandonnés, je crois, qui sont c'est ça. revendus justement à des Ouais. prix dérisoires. Et même ils les revendent à des étrangers. Oui, Ce qui est quand même. C'est ce que j'avais vu. Ce qui n'est pas forcément dans leur culture à la base, mais ils ont envie, parce que les étrangers, eux, ont envie, ils se disent, ah, c'est le patrimoine, on a envie de refaire. Alors que eux, il y a un certain, ils ont pas envie de s'emmerder.
Mais alors les maisons abandonnées, c'est même pas que les maisons traditionnelles, d'ailleurs, c'est même toutes les autres. Là, ils sont en train de réfléchir à une loi pour essayer d'inciter Les gens à les gens à pas abandonner, parce que quand il y a des héritages, c'est compliqué. Oui. Ils préfèrent des fois les laisser plutôt que faire des travaux. Mais voilà, Tokyo, c'est vraiment l'image, parce que c'est la plus grande ville, la plus peuplée, celle qui a dû se développer le plus rapidement pour accueillir du monde et qui a subi, alors, je suis pas sûr, mal mais de peut-être le ravages, plus de catastrophes. En tout cas, la plus récente qui a fait très mal. Ouais. C'est vrai. Et alors, si j'avais une question par rapport à Tokyo, parce qu'on a, enfin nous, c'est vrai que en tant qu'occidentaux, en fait, on a l'image de Tokyo avec tous les immeubles, les grands gratte-ciel, etc. Mais est-ce il reste, parce qu'on a ça dans certaines villes en France, donc peut-être reprendre cette image de, est-ce qu'on a quand même un endroit à Tokyo ancien et qui reste ancien, où il n'y a pas justement de quelque chose de moderne qui est revenu. Le truc, c'est les gratte-ciel, en fait. Quand on voit généralement, c'est Shinjuku, Shibuya. Oui, voilà, c'est ça. Principalement, C'est les c'est ça, images qu'on a. Mais c'est qu'un bout de Tokyo, en fait. Il y a des Tokyo, Oui. comme je disais, c'est gigant, c'est super étendu. En fait, Tokyo, c'est même pas une ville au sens administratif, c'est une. Non, c'est pas une préfecture. Ah, Enfin, un district. je sais Même plus pas. comment ils l'appellent, Non, mais c'est- ça regroupe ouais. 23 arrondissements spéciaux. Et donc Shinjuku, des choses comme ça. Mais il y en a qui sont campagnards, entre guillemets. Enfin, j'exagère, mais c'est des quartiers résidentiels, c'est une ambiance de petite ville, de petit village. C'est pas le Shinjuku frénétique avec des néons partout. Oui. Alors c'est pas forcément, ça va pas être de la maison en bois non plus forcément parce que ça a été rasé ou autre. Mais c'est pas du gratte-ciel, c'est pas du. On va trouver des temples shinto, on va trouver Ouais, certains aussi. quartiers bien en bois, etc. Enfin, on va avoir des cimetières de la ville. Et ouais, mais à Tokyo, il y aura a priori de ce qu'on sait, il n'y aura pas l'équivalent comme à Kyoto Il y a endroit pas entier un où il y a que centre du bois, des historique, trucs comme ça. comment dire, le centre historique comme on le connaît nous, avec de la pierre du bois, etc. Oui, voilà. Après, enfin Tokyo aussi, a priori, n'a pas forcément de centre. Oui, non, mais voilà. Nous, les villes sont souvent des centres-villes, Oui. et autour, ça gravite. À Tokyo, alors je sais plus quel auteur parlait de ça, il parlait du centre vide. C'est pas le centre-ville, c'est le centre vide, parce que Tokyo est bâti en fait un peu en tourbillon autour du château. Mais le château, en fait, il n'y a rien, il n'est pas habité, c'est une grande superficie où il n'y avait rien. Donc Tokyo n'avait pas de centre quand elle est née. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est plein de spots, voilà, c'est les quartiers Shinjuku, Shibuya, chacun a son centre à lui. Il n'y a pas de je vais à Tokyo Centre. Enfin, Tokyo Centre, ça veut pas grand chose. Le centre originel, c'est le palais impérial en fait, c'est l'emplacement du palais impérial. Est-ce qu'aujourd'hui on va dire c'est le centre Tokyo? Non, c'est chaque arrondissement a sa vie. Et donc il y en a qui sont très très urbains, très très modernes et tout, et d'autres qui vont être plus tranquilles. On a quand même une grosse diversité, encore même à Tokyo, qu'on voit pas forcément nous, parce qu'on voit les images qu'on nous retranscrit. Et en fin de compte, comme tu dis, c'est Shibuya Après, principalement. voilà, si tu cherches de la vieille pierre, non, c'est pas Tokyo qui va plus te Voilà, faire rêver, c'est ça. C'est pas ça, S'il y mais a de c'est la autre chose. pierre, elle est pas très très vieille. Ouais, ça. C'est juste ça. C'est ça où t'es écroulé 3 fois avant, quoi. Est-ce qu'on dit même, voilà, les sanctuaires, un temple qui a été reconstruit 40 ans avant, c'est pas grave, ça reste le temple. Et nous, on va le visiter, on ne sait pas d'ailleurs, hein, mais parce Oui. que ça a la même apparence. Mais ça Mais voilà, faut regarder les débats qu'on a en France. Quand il faut reconstruire à Notre-Dame, ah non, on peut pas utiliser de béton. Ah, non, Ah il faut oui, faire que- c'est vrai. Et non, on va reprendre les mêmes méthodes. Mais oui, mais nous, cette discussion-là, eux, je pense qu'ils l'ont moins. Oui, Ouais. du coup, parce que, comme on avait dit, ils reprennent le nécessaire en fait pour reconstruire et ce qui convient aussi à la situation. Ouais, il y a- C'est ça. Ils refont le temple. Si c'est pas avec les méthodes ancestrales, c'est pas grave. Il y a eu la même chose avec les châteaux en fait. Il y avait, au Japon, il y a plein de châteaux. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Enfin, à un moment, il n'y en avait plus qu'une dizaine, je crois. Parce qu'ils avaient été rasés, parce que le shogun avait dit non, il ne faut plus qu'il y ait de châteaux, parce que la guerre, tout ça. Et puis dans les années 60-70, je crois, ils se sont dit ah mince, quand même, c'est le patrimoine, ce serait pas mal de refaire. Aujourd'hui, il y en a plein qui ont été reconstruits. Les 3 quarts, ils sont en béton. Ok. Mais ils ont l'apparence de l'époque. Ouais, donc ils sont très forts aussi pour refaire ce qui avait été fait. Et, Mais c'est voilà, nous, on Avec dirait, J9. on dirait c'est du faux, machin tout. Bah oui. C'est du faux si on veut, mais le but c'est de voir. Est-ce que c'est de voir comment. Est-ce que c'est le but, c'est de passer 25 ans à refaire avec les méthodes ancestrales ou de mettre le bâtiment pour qu'on puisse le voir et voilà. Et puis c'est du tourisme, hein, mine de rien. Faut pas Ouais. oublier non plus. Hein. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. En tant que touriste, quand on arrive au Japon, en fin de compte, on a envie de voir justement l'ancien avec les tatamis, par exemple, les portes en bois qui glissent avec le papier, etc. Sauf que ça, c'est encore une fois une image qu'on a.
Alors qu'en fait, quand on arrive au Japon, on peut retrouver ça, mais aussi avec du béton. C'est ça qui est intéressant aussi au Japon, c'est que ça continue à vivre, ça continue à évoluer à chaque fois. Pour revenir aux traditions, le côté des vieilles maisons avec les portes qui coulissent, le centré autour du jardin, tout ça, ça existe encore, mais c'est plus la norme. C'est pas ça. Les gens qui habitent à Tokyo, ils habitent dans des plus petits apparts et tout, Oui, c'est ça. mais il reste de la tradition à Tokyo par les pratiques, par la religion, par les croyances, par les façons d'être, par plein de choses. Mais après, la tradition aussi, est-ce que ça a besoin d'avoir 500 ans? Oui. Il y a quelques mois, ils ont fermé un des centres Sega à Akihabara. Ouais. Ça a fait un passement de cœur à plein d'occidentaux, à plein de japonais aussi surtout, parce que ça faisait partie ça faisait des dizaines d'années que ça faisait partie de... Ouais, mais est-ce que ça, c'est pas un peu traditionnel maintenant? On avance, donc ce qui était le vintage, le rétro, ça devient un peu de la tradition aussi. La tradition, est-ce qu'elle a besoin d'avoir 500 ans? Moi, je pense pas. Moi, je pense que les traditions se font au fur et à mesure. C'est pas pour ça qu'il faut oublier celles d'avant, mais on avance. C'est ça, et puis peut-être que dans 15 ans, quelque chose deviendra traditionnel alors qu'avant, ce l'était pas, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, je sais pas si t'as d'autres questions, Pando. Non. Ok. Bon, déjà, c'était hyper complet. Hein. Merci beaucoup. Bah ouais, merci beaucoup. C'était intéressant. C'est vrai que c'est des choses on n'y pense pas en fait. C'est ça. C'est quelque chose Ouais, on va c'est très, jamais y réfléchir. Donc, franchement, merci pour tout ça. Merci pour toutes ces infos et votre travail. Merci. Est-ce que du coup, vous avez des actualités un peu là sur le moment à nous dire ou pas? On a une vidéo qui sort dimanche, Ok. qui justement est sur une personne qui est au festival. C'est Emma Obadina, c'est une pâtissière qui fait des nerikiri. Ok. Oh. En fait, c'est de la pâte de haricots blancs, mais sculptée. Ok. D'accord. Donc c'est bon, et en plus, c'est quand même spectaculaire, c'est super beau, et voilà. Et elle s'est formée à ça, et elle nous raconte tout ça, elle nous raconte un peu ce qu'est le nerikiri, comment ça se fait, quand est-ce que ça se mange, et puis comment elle s'est mise à ça. Voilà. Et elle est pendant 2 jours, encore demain après-demain, elle est au festival, elle fait des ateliers de cuisine, Ouais. et puis elle a un stand pas loin Dire du que nôtre. nous, on pourrait aller le voir aussi. Effectivement. Donc du coup, on rappelle Culture Japon sur tous les réseaux, et même C'est si vous ça. cherchez sur internet, vous trouvez leur site internet, donc n'hésitez pas. YouTube. Merci beaucoup. Avec Merci plaisir. à vous Merci et à vous. Puis bon amusez-vous salon. bien, bon Amusez-vous salon. bien, On va profitez. faire ça. Merci. Merci à vous. Au revoir. Et ben on Et a. du coup, on va enchaîner. Est-ce que oui, on continue. Hein, c'est Ouais, jamais ouais. terminé. On va enchaîner avec Géraud. Et bonjour. Ah là là là. Ah, c'est beau. Bon, en tout cas, pour l'instant, on a fait 2 sujets qui étaient à l'exact opposé. Oui, Et là, Mais on part c'est sur un hyper 3e sujet. on Entre enchaîne. les deux, je dirais. On enchaîne et on continue. Bonjour. Mais ça va et toi, toi Géraud? Écoute, toujours, ouais. Je te N'hésite pas à manger le Ouais, micro. je vais- Ouais, C'est ouais, c'est la ouais, phrase c'est- dans Joue Popcorner, c'est mange le micro. On va caresser le micro. Ouais, parce que voilà quoi. Il faut parler dans le micro, c'est important. C'est ça, tout le voilà. monde t'entend. Parfait. Voilà. Là, tu le fais très bien. Ok, Bon, de toute façon, t'es habitué. Ouais, tu Oui, m'envoies oui. directement sur la parfaite chose. Que du coup, tu es youtubeur. Alors, tu exactement. ne fais peut-être pas que ça. Je te laisse te présenter. Vas-y, Eh présente-toi. ben, moi, donc, je suis youtubeur, streamer, en fait, passionné par la culture japonaise avant tout. Donc, ça fait 5 ans déjà que je fais ça, du coup, à travers différents formats de vidéos. Notamment, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Japon et aussi en Corée du Sud, où je pars à la découverte de la culture, des traditions, de la nourriture, tout ça. Et je partage ça à travers des vlogs. Mais pas que, parce que malheureusement, je peux pas être tout le temps au Japon. Oui. Donc je sors toujours tout un tas de vidéos informatives sur la culture japonaise. Donc ça peut être des recettes de cuisine, ça peut être des vidéos dégustation, ça peut être des vidéos un peu plus thread horreur, des choses comme ça, des légendes urbaines ou des histoires vraies aussi. Hein. Et tout un tas de vidéos informatives sur la culture japonaise. Là dernièrement par exemple, là j'ai fait sur les otaku au Japon par exemple. Voilà, Ok. vidéo très intéressante où j'ai pas mal appris, j'ai pris pas mal de choses quand j'ai écrit la vidéo. Et non, c'est cool parce que en fait, sur ce genre de format, en fait, j'apprends plein de choses et au fil des mois, des années, en fait, je m'enrichis culturellement parlant. Et après, moi, je le retransmets et c'est ça qui est génial, quoi. C'est vraiment très bien. Voilà. Donc ça, c'est ta partie YouTube. C'est ma partie YouTube. Est-ce que Bon, sur Twitch, tu fais pareil ou alors c'est un peu oui, différent? alors, j'ai quand même une deuxième chaîne sur YouTube où là, ça va être hors Japon. Ok. Ça va être du lifestyle, d'IRL, des anecdotes, des challenges. Ok. Ça va être du gaming, que justement je fais aussi Effectivement, sur ça change. Twitch, voilà, forcément. Mais voilà, après voilà, Twitch c'est un peu mon moment détente, on va dire, parce que voilà, j'ai un rythme de vie très intense. Et parce qu'en plus d'être youtubeur, je suis aussi monteur, aussi je fais des vidéos, tout ça, donc c'est beaucoup de travail. D'accord. ça prend pas mal Effectivement. de temps. Et en fait, je me suis imposé en fait des périodes de live Twitch pour me dire pendant cette heure, voilà, pendant 2-3 heures par semaine, plusieurs fois par semaine,
je vais jouer au jeu, je vais me détendre, je vais profiter Ok. parce que sinon je prends pas le temps de le faire. Et vu que j'aime beaucoup les jeux vidéo, et ben je le fais, voilà. Donc là du coup je fais à peu près 3 à 4 lives par semaine. Là un peu moins en ce moment parce que là ça enchaîne un petit peu sur les salons. Et voilà, c'est le 5e d'affilée là, donc ouais ça commence à enchaîner. Et je fais aussi tous les mardis, je fais des radios libres antennes. Où en fait là on est en petit comité, hein, voilà, on n'est pas beaucoup sur Twitch, mais c'est vraiment en mode chill. Et on va débattre sur différents sujets, sur des anecdotes, ça va être sur, même sur des problèmes des abonnés, ils ont des problèmes, des choses comme ça. Ça va lancer des sujets, puis on va débattre tranquillement là-dessus. Et je trouve ça génial, quoi, parce que en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes dans ma communauté avaient des problèmes, mais n'osaient pas forcément en parler. Et je me suis dit, en fait, ils avaient tendance plus à se confier à travers les lives sur Twitch. Donc j'ai créé un peu ce format de libre antenne. C'est vrai que Twitch permet, enfin là on diverge un tout petit peu, mais Twitch permet justement de ce genre de discussion Exactement, plus facilement. ouais. C'est On ça, est un peu ouais. plus en contact avec C'est les ça, personnes. en fait, les gens se sentent peut-être plus à l'aise, ils sont derrière leurs écrans, ils sont pas devant plein de personnes ou quoi que ce soit. Et du coup, ils partagent ça. Je trouve que c'est bien, quoi. Puis des fois, on apporte des solutions aussi, et c'est cool, quoi. Ça fait plaisir. Ouais. C'est ça. Voilà. Du coup, c'est toi qui as eu l'idée du sujet. Oui, je c'est te laisse vrai. t'introduire. Alors je sais pas comment je vais te l'introduire parce que la dernière fois quand on a parlé ensemble, je savais toujours pas comment l'introduire. Mais moi je voulais savoir surtout principalement, alors, pour donner un peu le contexte, tu es je pense la personne, je fais des salons depuis environ une dizaine d'années, Ouais. je te vois tout le temps. C'est vrai. C'est pas dur, tu es invité à chaque salon, tu es tout le temps là. Je ne sais pas comment tu fais, tu te multiplies, c'est ta triche. Mais du coup Attaque, pour revenir au sujet- multiclonage. c'est ça. Et pour revenir du coup, je voulais essayer de lier ça. Est-ce que du coup tu arrives à retrouver dans les salons qui sont du coup des salons autour de la japanisation, mais du coup de la culture japonaise aussi, Ouais. est-ce que tu arrives à retrouver tout ce qui touche de près ou de loin à la culture japonaise et du coup plus spécifiquement peut-être à la culture ou au folklore de Ouais. Tokyo? Alors c'est vrai que déjà là par exemple là sur Japan Tour là sur le salon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font penser au Japon, notamment la signalétique, tout ça avec les panneaux en mode Ouais. panneaux de signalétique de ville comme à Tokyo où c'est écrit voilà en hiragana et katakana, et je trouve ça génial. Et ça fait des souvenirs. Des fois il y a aussi des expos aussi, et des fois on voit des photos, il y a même des fois des trucs aussi avec des sonorités aussi. Ouais. J'avais déjà vu ça aussi, je sais plus où. Et on se retrouve vraiment plongé, on ferme les yeux et on est dans l'ambiance de la ville de Tokyoite, quoi, par exemple. C'est génial, quoi. Ils arrivent à faire ça Ouais. d'ici, enfin dans le salon. Ça, franchement, c'est génial. Ouais. De réussir à- Je sais plus dans quel salon c'était, mais j'avais trouvé ça. Je me dis c'est génial. Ouais. Je trouve ça génial. Après, c'est vrai que j'enchaîne tellement les salons que à force. Oui, c'est ça, en fait, tu fais beaucoup de salons, mais c'est vrai que on retrouve aussi beaucoup de stands de vente Voilà, en salon, parce que ça en fait vivre. hein. Mais ce qui est bien, c'est que là, c'est pareil, j'avais vu aussi sur un salon, je crois que c'était l'année dernière, où c'était une brocante japonaise. Donc c'était des vrais objets de brocante japonais C'est qui avaient été génial. importés. Et là, c'était des vrais objets, des vieux objets traditionnels, des sacs d'école, de la vaisselle, la vieille vaisselle, des trucs. Et je trouvais ça génial parce que ça m'était arrivé. Alors, c'était pas forcément à Tokyo, mais c'était à Osaka. Quoique aussi à Tokyo, j'avais vu ça aussi. J'avais vu ça dans un petit marché comme ça, où en fait, il y a des petits papy-mamies qui font leur petit stand comme ça. Ils ont leur petite brocante. C'est génial, quoi. Je trouve ça excellent. Et quand j'ai vu tous les objets comme ça traditionnels, ça m'a fait penser dans certains quartiers, des quartiers où justement on peut trouver tout ce qui est un peu vieux bibelot, les trucs comme ça. Et On peut c'est cool, trouver quoi. ce genre de brocante. Est-ce que c'était un peu le même style? Est-ce que tu retrouvais vraiment ce même style ou il y avait quand même pour le coup, ouais, c'était sur le même style. Hein. C'était vraiment le type d'objet que tu pouvais retrouver. J'ai plus le nom en tête du quartier de Tokyo qui fait ça, Ouais. mais c'était la même chose, quoi. Pareil à Osaka aussi, j'ai vu la même chose aussi. C'était pas très loin de Namba, je crois aussi, dans les environs de Namba. J'étais tombé, je me baladais comme ça, et j'étais tombé sur tout un quartier où il y avait plein de stands avec plein de vaisselle, de trucs comme ça, de couteaux aussi. Ça, c'est génial, quoi. Ça fait des beaux souvenirs. Puis nous, comme on ne peut pas forcément aller au Japon, ça nous permet d'avoir des objets japonais C'est ça, plus facilement. c'est ça. Parce que sinon, faut faire de l'achat en ligne et pas forcément. Ouais, on va mais dire- j'ai remarqué là depuis peut-être 2 ans, peut-être après le Covid ou je sais pas, on voit de plus en plus de stands qui vendent des vrais objets Ouais, je suis traditionnels, d'accord. pas des trucs en mode Wish ou des trucs comme ça, des vrais objets traditionnels japonais. Et franchement, ça fait plaisir à voir parce qu'on se dit, c'est bien parce que les gens reviennent de plus en plus au traditionnel. Et ça, c'est top.
C'est C'est top parce que génial. c'était quelque chose qui avait tendance, je trouvais qu'il avait tendance à se perdre. Et là, ça revient petit à petit et franchement, ça fait plaisir, quoi. Ouais, je pense que dans la globalité, même les salons se sont un peu recentrés avec le Covid. Ouais, je pense. Parce que les salons, ça. Ouais, ça partait il y un peu avait dans tous les beaucoup, sens et ah. c'est vrai qu'il y en a beaucoup, je pense, pendant cette période de confinement, sont peut-être un peu remis en question, sont dit tiens, on va essayer peut-être de nouvelles formules, des choses comme ça. Et je trouve ça génial, quoi. Ouais. C'est ça qui est top. Et sinon, bah, du coup, on va aussi parler d'un autre sujet quand même qui est super important, que ce soit en France ou au Japon, c'est la gastronomie. Ah bah là, si tu commences à me parler de nourriture, forcément. Ah non, mais, et du coup, ça moi, c'est intéresse tout pareil, le monde. parce que, alors, faut savoir qu'à Japan Tour, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je suis fan, mais j'adore surtout leur disposition de la nourriture, enfin leur Oui. stand, comment c'est fait. Ouais. Je trouve que ça fait vraiment très folklore japonais. Ouais, complètement. En extérieur, tu parles, ouais, ça fait Ouais, vraiment, c'est ça, ça la fait partie vraiment les restauration. petites ruelles de street food. C'est ça. Clairement, ouais, clairement, ça c'est top. Et après, bon, c'est pas forcément que des trucs japonais, mais ce côté ambiance, tout ça, ça peut faire penser à ça, effectivement. Et du Je coup, suis alors, tout à fait moi je vais te d'accord. poser une question qui va être très simple. Est-ce que tu arrives à retrouver les goûts japonais dans ce que tu. Alors, peut-être qu'il n'y a pas que les salons hein, pour la Ouais. gastronomie. Alors, C'était pas les meilleurs exemples non plus, Non. mais. Alors ouais, dans les salons, alors j'en ai trouvé. Hein. C'est arrivé dans des Ouais. salons où je fermais les yeux, j'étais au Japon. Gustativement, Ah oui. ouais. Alors c'est très rare. Hein. Ouais, c'est ce que je dis. Généralement, c'est fait par des Japonais. J'avais trouvé ça dans des petits stands, dans les petits salons. Et agréablement surpris, je goûte le truc, j'ai dit ah ouais, là c'est une vraie recette japonaise quoi. Parce que souvent c'est des trucs adaptés, tout ça. Souvent je vois il y en a, ils font j'avais vu comme ça des takoyaki au poulet. Au poulet. Takoyaki, dans le mot takoyaki, tako c'est poulpe en japonais, Ouais, ouais. yaki grillé, c'est poulpe grillé. C'est vrai Et ils qu'on commencent fait à la mettre du logique. poulet, tu vois, et puis c'est dommage parce qu'en fait, sur beaucoup de salons, en fait les gens, on peut acheter de la nourriture japonaise, mais qui n'est pas réellement de la vraie nourriture japonaise. Et moi, c'est vrai que souvent sur les salons, surtout depuis cette année, j'essaie de faire découvrir la vraie gastronomie japonaise, des vraies recettes authentiques, là, comme j'ai fait là aujourd'hui, où j'ai cuisiné là sur la scène cuisine, Ok. j'ai cuisiné des takoyaki. D'accord. Et là, c'était la vraie recette. Comme tu vas à Osaka, c'est la même chose quoi. En termes de D'accord. saveur, tu voyages à Osaka. Ça fond un petit peu sur la bouche et. Voilà, tu brûles un peu parce que ça se mange chaud. Oui. Voilà. Ah Et oui. voilà, avec du poulpe. Là, en plus, c'est du poulpe frais, cuit sur place. Enfin voilà, là, c'était vraiment. Vous pouvez pas faire mieux quoi. On en parlait aussi un peu, excuse-moi, je finis le sujet. Mais c'est peut-être aussi. Alors pourquoi on a un peu plus de difficultés, parce que peut-être qu'on a du mal à s'approvisionner aussi de. Alors là, ce que j'ai remarqué justement, de plus en plus, il y a de plus en plus d'épiceries asiatiques. Franchement, là, moi je vois même parce que moi je suis du côté de La Rochelle. Rien que sur La Rochelle, il y a 3 épiceries asiatiques maintenant. Ok. Et avant, il n'y en avait qu'une. Et là, depuis quelques années, là, ils sont rendus à 3. Et on trouve de plus en plus d'ingrédients de base qui va nous servir à faire de la cuisine japonaise. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans les recettes, parce que toutes les recettes que je fais, c'est une dizaine de recettes sur la chaîne, dont le fameux ramen, le vrai ramen japonais, pas de l'adapté. Très dur à faire. Ouais, c'est long à faire. En fait, c'est très long parce qu'en fait, le C'est bouillon, très simple. Voilà, Ouais. c'est sur 3 jours. Le premier jour, tu prépares tes œufs, tu les fais mariner. Deuxième jour, tu fais ton bouillon avec les carcasses de poulet, tu prépares ton rôti. Enfin, voilà. Mais par contre, le résultat. Ah ouais, par bon, contre, après, tu c'est- te déglingues en 5 minutes, quoi. T'as passé 3 jours, mais en 5 minutes, il est Ouais, c'est ça. Mais c'est c'est l'effort. C'est une dinguerie. Ah oui. Et en termes d'ingrédients, en vrai, tu peux les trouver facilement maintenant dans les Ok. épiceries asiatiques. Et si t'as pas d'épicerie asiatique maintenant vers chez toi, c'est vrai que maintenant, grâce à Internet, t'as beaucoup de boutiques en ligne. Et généralement, quand t'as un certain montant de commande, genre 50, 70 euros, en vrai, ça va vite. Hein. Tu prends quelques sauces, quelques machins. Ah oui. Ça peut aller assez vite. Et au final, ça te revient pas plus cher que t'es livré chez toi. Et ça te revient pas plus cher que dans des épiceries C'est physiques. ça. Quoi. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Et c'est ça, c'est ce que je dis souvent. Les gens me disent ouais, mais comment tu fais pour avoir les ingrédients? C'est pas trop dur. Je dis non, en fait, voilà, tu peux trouver ça comme ça. Et du coup, après, les gens ils refont les recettes. Souvent, ils m'envoient des photos de leurs recettes. Ça fait plaisir. Tu te dis tiens, il a refait la recette, c'est cool. Donc, Ah, voilà puis, quoi. je Mais pense ouais, on qu'on peut peut trouver aussi- facilement. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que là, j'étais en train de penser. Alors, je me rappelle plus des noms, mais il y a 2 restaurants, par exemple, à Paris, de ramen. Kodawari Ouais, c'est Ramen. ça. Ouais. Il y a J'ai testé, les j'avais deux. fait une vidéo d'ailleurs T'avais fait une pendant vidéo le confinement. Ah ouais, à la tu fin as du dit. confinement, Ah, en fait, trop il bien. avait réouvert. Et alors le truc, c'est pour la petite anecdote, en fait, il était en mode, non, on fait qu'emporter. Il donnait tous les ingrédients et après, il fallait que tu finisses de les cuisiner chez toi. Sauf Ah, que c'est moi, trop j'étais pas sur Paris, j'étais juste venu passer une journée en mode, tu vois, pour faire un peu de vlog, tout ça. Je voulais faire un genre de rallye de la bouffe, même pendant le confinement, c'était chaud. Et du coup, ils ont été super sympas. Ils m'avaient préparé tout le cool. ramen. Ils me l'avaient fait entièrement. Ils m'ont fait emporter.
Et du coup, j'avais pu le déguster. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et la déco est clairement ouf. Ah, Tu ouais, pars c'est là-bas, ça. quoi. Tu voyages. Ah, clairement, La ouais. déco, C'est c'est dingue. ils ont beaucoup joué dessus, mais c'est Ouais, vrai qu'à un moment, j'ai regardé par exemple Louis-Anne aussi qui en avait parlé à un moment. Ouais. Et justement, en fait, les produits sont pas forcément importés du Japon. Des fois, tu prends des produits qui viennent de France ou pareil, d'épicerie, Mais comme tu disais. le truc, c'est pareil, même tu as des produits français qui vont avoir, en termes de saveur ou en termes de texture, qui vont avoir le même rendu qu'au Japon. Ça aussi, ça c'est quelque chose qui se fait aussi facilement. Donc, clairement, on peut. Nous, chez nous, on pourrait essayer en prenant des produits français, de reproduire oui. quelque chose au même goût pratiquement. Mais au même goût, oui, même pas. Oui, Pour ceux qui aiment la cuisine. Ouais. Non, c'est vrai, non, c'est tout à fait possible. Et c'est vrai que je vois, justement, j'essaie d'adapter des recettes assez simples qu'on peut refaire chez soi, où on peut trouver les ingrédients facilement. Voilà. C'est le but, parce que le but, si je mets des recettes en ligne, c'est pour que les gens puissent les refaire facilement chez soi. S'ils peuvent pas, qu'ils trouvent pas les ingrédients, il n'y a aucun intérêt. Mais non, en général, c'est assez facile, ouais. Ok. Et puisqu'on est dans la nourriture, est-ce que tu connais des plats ou des spécialités en tout cas qui viennent de Tokyo? Alors de Tokyo, c'est vrai que j'avais un peu regardé ça, parce que là, c'est hier, justement, j'étais en train de faire un quiz sur Tokyo. J'ai pas spécialement réellement trouvé de spécialité vraiment typique à Tokyo. Tu vois, tu m'aurais dit Osaka, j'aurais dit il y a les takoyaki, il y a les okonomiyaki aussi. Mais Tokyo, j'ai pas forcément trouvé. En fait, Tokyo, t'as tellement de plats, t'as un peu de tout au final. Mais j'ai pas spécialement trouvé. Après, voilà, tu peux vraiment trouver toutes les spécialités de un peu tout le Japon maintenant. Ouais, c'est ça, tu retrouves vraiment tout en fait qui est arrivé sur Tokyo. Parce que, c'est vrai que moi, je me souviens, alors, en termes de temps, je suis resté à peu près une semaine sur Tokyo au total. Et c'est vrai que j'ai testé le ramen, j'ai testé les sushis, j'ai testé. Qu'est-ce que j'ai testé J'avais testé peut-être du curry aussi. Enfin voilà, j'ai testé plusieurs spécialités. Et curry, j'avais essayé aussi. Mais ouais, t'as pas mal de spécialités. Et au final, en termes de. Tu retrouves toutes les saveurs. Les takoyaki, c'est pareil, tu peux en trouver à Tokyo. Tu peux trouver du bœuf de Kobe aussi à Tokyo aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, en fait, le fameux. Et maintenant, c'est vrai que. Après, de là, avoir vraiment des spécialités. Je pense qu'il y en a, mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas spécialement trouvé, tu vois. Du coup, t'as pas eu vraiment le temps aussi, parce qu'une semaine. Une semaine, ça passe très vite. Ça passe vite. Après, tu vois, à contrario, tu vois, à Osaka, je suis resté quasiment un mois. Ouais. Pareil, Nagoya aussi. Nagoya, c'est pareil. Nagoya, ils utilisent beaucoup la pâte, le miso, la pâte d'haricot. Ouais. Et ils font beaucoup de plats à base de ça. Et puis après Osaka, tout ce qui est takoyaki, voilà, c'est une spécialité de là-bas. Et d'ailleurs, Osaka est capitale de la gastronomie japonaise aussi. Voilà. Ok, c'est bon, je savais pas du tout. Voilà. Ok. Et sinon, alors du coup, on va commencer à s'élargir. Enfin, on n'est jamais resté trop au niveau de Tokyo, mais voilà. C'est quoi les différences que tu as vues principalement entre Tokyo et les autres villes? Alors je sais pas si tu as fait beaucoup de campagnes, beaucoup de villes ou si tu as fait un mix. J'ai fait les mix, surtout lors de ma deuxième saison où j'ai fait un trip de 12 jours à travers la campagne. Je suis allé, j'ai été me perdre dans les spots en fait. J'ai établi mon circuit en fait pour faire les spots du film Kimi no Na wa. Ouais. Où là je suis vraiment parti dans des endroits japonais. Des fois je croisais des papis, ils me regardaient. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est perdu. Voilà, c'est ça. J'avais été dormir chez l'habitant. L'habitant déjà il m'a demandé qu'est-ce que deux Français venaient se perdre chez lui. Ouais. Et je lui dis non, c'est pour on fait des vidéos, je suis sur YouTube, tout ça. Il dit, YouTube, tout ça. Et le lendemain matin, je me lève, j'ouvre la porte et en fait il y avait 5 Japonais et Japonaises qui m'attendaient. Il avait dit à tout le monde qu'il hébergeait parce qu'en fait ça faisait un petit genre de petit guest house. Ouais. Il y avait quelques couchettes, une ou deux petites chambres privatisées et les proprios dormaient juste au-dessus avec leurs filles, tu vois. Et en fait, il avait dit et tous les touristes c'était que des Japonais quoi. Et il avait dit à tout le monde en fait qu'il y avait un youtubeur français qui était là chez lui, tout ça. Donc il avait passé le mot et le lendemain matin, ils m'attendaient tous devant la porte de la chambre. T'étais l'attraction de l'année quoi. Ah ouais, j'étais là, en plus tu vois, la tête, tu te réveilles, t'es comme ça, puis tu fais ça, tu dis merde, ils veulent. C'était énorme. Mais c'est des super moments, tu vois, quand t'as ça. Et mais voilà. Après, alors en termes, pour revenir à ta question. Alors, il y a des petites différences, tu vois, par rapport à Tokyo ou même, tu vois, par exemple à Tokyo, Nagoya, Tokyo, Osaka. C'est au niveau des gens. Les gens vont tendance à être beaucoup plus fermés à Tokyo.
que dans les, par exemple Nagoya, où c'est vraiment tout l'inverse, où ils ont la réputation d'être super chaleureux, super avenants, tout ça. Mais Tokyo, ils ont tendance à être un peu dans une bulle, tu vois. Ils sont dans leur routine, dans leur truc, et ils vont moins prêter attention aux touristes et du coup à toi, quoi. Voilà, il y a ça. Un autre truc, je sais plus si c'est pas, alors je sais plus si c'est avec Tokyo et Osaka, c'est au niveau du métro, tu vois, tu as des sens de circulation, tu vois, dans les élévateurs, soit tu te mets à droite, soit tu te mets à gauche. Et entre les deux villes, c'est pas le même sens. Oh, le truc pas fun du tout, ça. C'est ça, du coup j'arrive sur le truc et là je dis, ah mince, c'est pas pareil, ah ouais. C'était très drôle, quoi. Mais ouais, voilà. Après, non, j'ai pas remarqué plus de différence que ça. Mis à part, je te dis vraiment, l'ambiance, les gens sont un peu plus froids, on va dire. Après, ils restent gentils, hein. Moi, j'avais fait une soirée avec des amis japonais, super sympa. Mais ils vont être un peu moins ouverts. Tu vois, à titre d'exemple, j'arrive à Osaka. J'arrive là-bas, aussitôt, il y a un japonais. Tu vois, j'étais sur le quai de la gare en train de checker pour trouver mon hôtel. Et là, il y a un japonais qui vient me voir, il me demande en anglais, ouais, est-ce que je peux t'aider, t'as besoin d'aide, tout ça. Ça, c'est pas le genre. Il y a moins de probabilité, de chances pour que ça se passe arrive à Tokyo. Voilà. Ok. Mais voilà, après, Tokyo reste une ville incroyable aussi, quoi. Ouais, et puis j'imagine que Tokyo, c'est le genre de ville qui est resté une semaine. Je pense que t'as zéro le temps de faire le tour en si peu de temps. C'est tellement grand. C'est tellement immense, grand. Voilà, Tokyo. t'as 23 arrondissements, enfin 23 trucs. Et chaque truc, c'est une ville. Hein. De toute façon, c'est une des plus grandes villes du monde. Et, c'est pas pour rien. Hein. Comparé, tu vois, je pense à Paris, ça doit faire au moins 6 fois Paris. En superficie, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. en superficie, pas en population. En population, ouais, bon, ça va être compliqué. Ils sont très loin devant. Mais ouais, non, c'est très très grand. Et je vois en une semaine, j'ai fait quelques quartiers, tu vois, les classiques. Hein. J'avais fait Ginza, Akihabara, Shinjuku, Ueno, Asakusa, enfin voilà. Mais tu peux pas tout faire, c'est tellement grand que c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand t'as été, alors parce que du coup on parle de quand t'as été à Tokyo, donc t'as pas été très longtemps, mais est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui t'a marqué à Tokyo? Il y a des endroits que j'avais bien aimé, clairement. Et 2 passages. Bon, après, voilà, moi, il y a le passage en fait où je me suis. Comme j'avais dit, j'étais en train de faire le pèlerinage du film Kimi no Na wa, Your Name. Et donc, il y a pas mal de spots qu'on voit dans l'anime. Qui sont à La Tokyo, partie avec Taki, en fait, qui lui est de Tokyo. On voit donc toutes ces scènes, même la scène finale avec les escaliers, tout ça qui est super connu. Ça, on les retrouve en vrai à l'identique dans Tokyo. Et ça, c'est plus exactement dans le quartier de Shinjuku. Ok. Voilà, c'est petites D'accord, ruelles ouais. et hop, tu regardes. Tu peux trouver avec les coordonnées GPS. Maintenant, on trouve très facilement. Il y a beaucoup de blogs qui ont été puis je écrits crois, là-dessus. t'as eu des docs, puis je crois qu'il y a même, à un moment, il y a même des gens qui faisaient un peu les guides touristiques par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Et puis bon, après, t'as les gens qui s'amusaient à refaire les scènes dans les escaliers. Tu vois, t'as les, Ouais, le fameux les quel est ton nom là. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Le truc qui a énervé beaucoup de gens. Ah mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Ouais. Ils s'amusaient en train de faire les photos, les machins, tout ça. Donc t'attends ton tour, que le temps qu'il fasse le truc, tout ça. Mais c'était super drôle, quoi. C'était super drôle. Après, un autre truc aussi, j'ai bien aimé à Tokyo, c'était Odaiba. Odaiba, tu vois, qui est la grande île artificielle où t'avais le Gundam, voilà. C'est très sympa, tu vois, avec le coucher de soleil. Il y a des petites plages aussi. Et t'avais toutes les familles qui étaient posées comme ça avec le coucher de soleil, c'était cool. Et d'ailleurs, quand j'étais allé, je suis tombé, en fait, il y avait un Matsuri, il y avait un Bilu Matsuri, festival de la bière. Oh, génial. Alors pour le coup, je me sentais un peu moins au Japon, mais mais c'était très très drôle, quoi. Et bon, par contre, je suis pas forcément resté longtemps parce qu'il faisait ultra froid. Ok. C'était fin avril, mais Ouais, c'est le temps là-bas, ouais. Les nuits étaient fraîches quand même encore. Et mais c'était super intéressant, quoi. J'avais bien aimé, quoi. J'avais bien aimé cette soirée là sur Odaiba, ouais. Alors du coup, vraie question. La bière au Japon, est-ce que ça vaut La bière japonaise. Alors, c'est différent, Ouais. bien entendu. Particulièrement, moi, alors, j'ai pas eu le temps de faire tout ce qui est distillerie de bière. Ouais. Mais par contre, j'avais visité lors de ma saison, justement de la saison 2, j'ai fait une distillerie de whisky japonais en plein milieu des Alpes japonaises, donc perdu dans la pampa, Trop bien. pendant ma partie trip dans la campagne. C'était les whisky Santoli, donc les whisky, je crois ils doivent avoir 3 grosses usines dans le Japon. Ah oui. C'est un gros truc, hein. Et là en fait tu avais l'usine de whisky en plein milieu de la forêt, au pied de la chaîne des Alpes. Trop Donc, bien. Du coup, ils sont mis au pied des Alpes pour prendre l'eau qui était vraiment de très bonne qualité. De l'eau de source. Parce que l'eau joue beaucoup sur la qualité du whisky. Mais ça c'était super sympa aussi, très bonne expérience. Ouais. À la fin tu finis par une dégustation. Ça te monte très vite à la tête, hein. Parce que tu bois un, 2 verres, 3 verres, et puis là t'as la barre.
C'est encore un nouveau. Ouais, bah non, plus envie là. Mais ça se voit même sur la vidéo, tu vois que Au bout d'un moment, ça monte. t'as la vision un peu en mode Matrix avec les ralentis et là tu te dis ouais bon là ça tape un peu la tête. Là, il est temps de rentrer Mais chez moi. très bonne expérience aussi, tu vois, c'était un truc qui était vraiment cool à faire. Franchement j'ai bien aimé ouais. Du coup, tu conseillerais de boire un peu de whisky plus que de la bière. Alors moi je suis à la base je suis pas Bizarre très, dit très comme ça, alcool. hein. Oui, Moi, c'est après- bizarre dit comme après, ça, l'alcool, bon. un truc tu vois j'avais découvert ça au début du trip là, en 2019, c'était l'Uméchu. Le Umécho, Ouais, je sais pas si vous voyez ce que c'est. c'est pas l'alcool. Non, c'est l'alcool de prune, c'est. C'est ça. Si, c'est l'alcool de prune, ça, ok. voilà. Alors c'est pas très fort. Ouais. C'est très traître. Faut pas ça peut te monter très vite à la tête parce que tu vois ça comme ça, presque comme du petit lait. Et j'avais découvert ça et à chaque fois maintenant, dès que j'allais dans un resto, il y a du méchu, je prenais du méchu. Je sais Et à chaque qu'il y fois je a. comparais tout ça et non franchement ça c'est un petit péché mignon que j'aime bien maintenant que j'ai découvert ça. Ça j'aime bien mais voilà. Le Umécho est beaucoup apprécié par beaucoup d'étrangers, j'ai remarqué. Ouais. Justement C'est des. doux, c'est bien frais, tout ça, tu bois ça, t'as plusieurs façons de le boire, soit avec de la glace, soit juste avec de l'eau, ou, enfin, voilà. Et franchement c'est très très bon quoi. Enfin, je sais j'aime bien quoi. On est quand même parti sur C'est une genre- discussion sur l'alcool. Hein Ah, On est quand même rendu parti sur une l'alcool, discussion hein, à l'alcool. Non, mais vraiment. écoute, voilà quoi. Il y a un moment où on suit la conversation, hein, C'est ça, voilà. c'est ça. Quel saké aussi. J'avais fait des. Alors, c'était à la saison 1. C'était à Osaka. On avait visité un espèce de marché, tu vois, traditionnel. Enfin, marché, mais plutôt classe, tu vois. Tu vois, c'était. J'étais avec une amie japonaise d'une certaine classe sociale. Et du coup, on avait visité un marché de luxe là-bas. Et il y a eu un moment où justement il y avait une dégustation de saké. Ouais. Tout plein de saké de différentes régions du Japon. Et on a pu tester ça et franchement c'était top. C'était franchement sympa. Et t'as vraiment, parce que saké, tu dis saké, mais saké c'est tout l'alcool, c'est très large. Il y en a des chauds, il y en a des froids, il y a différents degrés. Il y a tellement une grande variante de saké que ça peut aller très très loin. C'est quoi. ça que nous on parle de saké parce qu'en C'est ça. réalité on en connaît pas beaucoup en Bah, fait. c'est ça, souvent on va se dire tiens c'est le saké, le truc que tu vois à la fin du resto chinois. Ouais, c'est ça, à Mais la c'est fin, pas du ils tout font ça, et, que ça t'arrache, t'es comme ça. Oui, Mais clairement. en fait non, c'est des trucs qui sont généralement assez frais et puis qui sont pas forcément très forts. Oui. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on va faire comme tout le monde. Ah si, j'avais une question avant pour toi. Ouais, C'est tu nous parlais de saison du coup, donc on va revenir un peu sur ton contenu que tu fais. ouais, bien sûr. Donc en ouais. fait, tu divises ça par saison. Voilà, c'est en ça fait, moi quand je fais un voyage, en fait, j'appelle ça une saison. Hein, c'est une série d'épisodes de vlog. Hein. Ok. Jusqu'à présent, il y a eu 3 saisons. J'en ai pas refait. Malheureusement, il y a eu le Covid, donc après ça a Ouais, été pas bloqué. non plus. Et là, après, c'est vrai que là, j'enchaîne les salons. Là, c'est un peu plus au côté financier. Mais bon, là, il y a une saison 4 qui est en préparation. Qui va Oh. arriver. Je sais où Oh. je vais Ça aller. tease, ça Petit tease. teaser là. Avec des nouvelles régions que je n'ai pas encore faites. Plus là, je vais m'orienter. Je vais commencer sur le Kansai, donc Osaka. Mais là, je vais aller plus côté Hiroshima, Nagasaki, tout ça. Voilà, une nouvelle saison que je prépare. Où j'ai hâte, en plus il y a pas mal j'ai des abonnés qui sont là-bas, qui sont guides en plus, donc enfin, voilà, Ah ouais, ça va être. il y a moyen de faire des trucs Ouais, très, faut, très faut cool. bien organiser les choses, mais tu peux bien t'amuser quoi. Il y a moyen de s'amuser, ouais, effectivement. Ok. Et donc ouais, c'est une série de vlogs où je pars en fait, généralement tu vois, je réserve mon billet d'avion, l'hôtel et c'est tout. Et après, tu. j'allume la caméra, je pars et je marche dans une direction sans trop savoir où je vais. Et en fait, je découvre en même temps ce que je filme. Ce qui fait que les gens, quand ils visualisent la vidéo, ils découvrent vraiment mon périple en fait. Donc du coup, il y a des bons moments, il y a des galères, mais arrive toujours. Hein. En plus, j'ai une bonne réputation pour avoir toujours des trucs totalement improbables. Donc ça met un côté assez drôle. Et ça fait souvent passer. On me l'a encore dit là aujourd'hui, ça fait penser au format J'irai dormir chez vous. J'allais te dire. Ah oui. J'irai dormir chez vous, version japonaise quoi. C'est ça, c'est un peu ça. Hein. D'ailleurs, il avait fait une saison au Japon. Bon, sauf que moi, je vais pas forcément dormir chez les gens parce que je réserve mon Oui. logement, même si j'ai dormi déjà chez l'habitant. Ok. D'accord. Mais pour le coup, en gros, c'est ça quoi. Et je découvre et voilà, c'est de fil en aiguille et c'est super sympa quoi. Voilà. Et là, ouais, j'ai vraiment hâte de refaire un nouveau contenu parce que ça date quand même de 2019 la Ouais, dernière ça fait saison. un moment. Là, c'était en Corée du Sud la dernière saison. Mais voilà, en général, il y a une vingtaine d'épisodes de 10 à 15 minutes, donc il y a de quoi faire quand même. Et ça Ouais, il y a permet quand même un peu de boulot. de ouais. découvrir des lieux qui sont pas forcément touristiques. Parce que bon, je fais des lieux touristiques, mais je fais aussi des lieux qui sont pas forcément connus quoi. Donc voilà. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Allez, Merci à vous. dernière petite question très rapide. Ouais. Les prochains salons, parce qu'on sait que t'en fais plein, donc autant. Alors là, j'en ai encore deux prochains week-ends. Ouais. Là, je vais être sur Saint-Cyprien du côté de Perpignan. Là, c'est un petit salon dans un jardin botanique, tout ça. Bon, voilà, c'est une première édition. Bon, on va hâte de découvrir ça. Ça peut être très sympa.
Le cadre est cool en tout cas déjà. Ouais. J'ai vu un peu l'environnement, tout ça, ça peut être très joli. Hein. Donc il y a moyen de faire un truc sympa. Et après Japan Expo où là ça va être Qui arrive très bientôt. Petit salon aussi, pas très connu. Ouais, non, pas connu du petit tout. salon comme ça à Paris en plus. Si ça vous tente d'y aller. Voilà, je vais enchaîner pareil les 4 jours. Ouais, tu enchaînes. Là c'est mon 5e d'affilée là ce week-end et il y en a encore 2. Puis après j'en ai encore jusqu'à la fin de l'année. Là je vais comptabiliser quasiment une trentaine de salons pour l'année. Ah, je pense que tu vas être pas loin d'Hardcore, Edmond. Bien joué à toi. Ouais, merci. Merci beaucoup en tout Merci cas. à toi, en Et tout Et puis cas. bon salon à toi, amuse-toi bien. Profite ça marche. bien. Bah ouais, on va essayer. En tout cas, c'est bien Bah, parti en tout cas. Rendez-vous dans un prochain salon, du coup, on se recroisera. Bah avec plaisir. C'est vrai. Ça marche. Allez, salut, Merci, bon Japan Salut. Tour. Merci. Et réponse non goth. Hein? Ah oui. Ça dit des bêtises. Bon, du coup, on arrive à la fin de l'émission. Il nous reste quand même une personne, enfin un groupe de personnes Des à kilous inviter. Des kilous. Des kilos qui vont venir avec nous. Voilà. Ça, on aura. La Ça boucle va un sera petit peu. bouclée. On aura parlé un peu Voilà. de tout. On aura fini les parties après Tokyo, après des kilos. On va faire une interlude. Ouais, t'en parleras après. Et Déjà, voilà, on on en va parle. accueillir des kilous. Et Hello. bonjour. Salut, Salut, va salut. ça va et vous? Ça, Ça va. super, merci. Ça va très Pas bien. trop long la journée? Non, non, bah. C'est des belles journées. C'est des belles journées. Effectivement. Surtout que c'est une première, du coup, on découvre aussi, mais c'est sympa. Alors, du coup, n'hésite pas à bien parler dans le micro. Ok. Ouais, mange le micro. Voilà, c'est comme ça. Bon appétit. Alors, du coup, est-ce que tu peux. Alors, du coup, on Te t'a pr- présenté en tant que Deikilo, mais tu Ouais. t'appelles pas Deikilo. Donc, Peut-être Non, te non. présenter et ensuite peut-être te présenter et puis présenter c'est quoi Deikilo. Ok, et bonjour à tous. Moi je m'appelle Jonathan. J'ai fait un film documentaire sur la transition écologique au Japon avec ma compagne Mathilde. Et on a filmé ça entre 2016 et 2017. Ok. Puis après il y a eu 2 ans de montage. Ça a été assez long, mais c'est un film autoproduit. Et on ne savait pas vraiment faire, donc il a fallu apprendre. Et en fait, en 2019, on a été invité par l'ambassade de France au Japon Ok. 2 fois pour faire un circuit de conférences et de projections Ok. du film. Et c'était vraiment très sympa. Donc voilà, Dekiru, c'est un film sur l'écologie au Japon. Surtout un Japon qu'on ne voit pas, qui est jamais mis en avant, qui existe pourtant bel et bien. Et c'est un film qui est gratuit Ok. sur la plateforme imagotv.fr qui dure 1h30, donc c'est un vrai film qui pour des amateurs est de très bonne qualité. Et surtout, en fait, c'est un film qui parle d'écologie mais qui n'est pas du tout anxiogène. D'accord. Donc avec des gens qui sont très souriants, très heureux. Il y a 24 intervenants, on présente une quinzaine de lieux. On a voyagé, on a fait plus de 3500 km en stop. Ah ouais. Et en fait, on passait d'un endroit à un autre. On a fait de l'immersion avec du woofing, par exemple. Donc le woofing, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est Worldwide Opportunities on Organic Farms. Et en fait, donc c'est des opportunités de travail à la ferme, mais pas que. Ça existe dans une centaine de pays. Il y a le réseau au Japon. Il y a plus d'une centaine de lieux au Japon qui accueillent. Et alors, pour les jeunes personnes notamment, mais pas que, qui souhaitent faire un voyage de longue durée au Japon, mais qui n'ont pas forcément les moyens pour rester longtemps, le woofing, c'est une super alternative parce qu'en échange d'un temps de travail qui normalement n'est pas censé dépasser les 6 heures par jour, Ok. on est nourri et logé. Ok. D'accord. Et en fait, le site, donc c'est Woof Japan. Vous payez 40 € à l'année. Et pendant 1 an, il y a un accès à tout un annuaire de lieux qui vont vous accueillir. Moi, je recommande quand même de bien lire les commentaires et de Ok. bien lire les descriptions. Parce que j'ai vu des expériences où, par exemple, il y en avait un sur Hokkaido où la jeune fille disait qu'elle dormait avec des serpents. Donc Ah moi, ouais. personnellement, celui-là, j'aurais pas voulu le faire. L'expérience. Il y en avait- Pas super fun. Pas chaud. Effectivement. Non, c'est clair. Après, il y en avait un autre, c'était réveil à 6h du matin et douche froide. Ah oui, d'accord. Ah c'est- oui. Voilà, donc c'était pas forcé, hein, mais il n'y avait pas d'eau chaude, quoi. Ouais. Donc après, je pense que c'était avec un agriculteur japonais qui utilisait des techniques ancestrales. Donc il y a un apport. Hein. Mais voilà.
Et après, il y a aussi, comme dans le woofing, dans tous les pays, du travail déguisé. Donc en lisant les commentaires, on peut être sûr de l'endroit où on arrive. Et si on ne parle pas très bien japonais, choisir un endroit où vraiment c'est indiqué qu'il y a un minimum d'anglais qui est pratiqué pour être sûr de se sentir bien. Mais après, en fait, c'est quand même des séjours de minimum une semaine, pouvant aller à plusieurs mois, où on va être chez l'habitant. Et tout ça sans dépenser plus d'argent dans son budget voyage. Ouais, donc c'est super intéressant. Voilà, sur un voyage de 3 mois, tu te fais un mois de woofing, bah, tu as économisé un mois de budget. Et t'as quand même pu te balader un peu, découvrir la ville des gens, quoi. Ouais. Voilà, donc tu manges avec eux, tu vis avec eux, tu découvres aussi. Ils te font participer à leur vie. Si ils ont des événements, ils t'emmènent avec eux. S'ils font des fêtes, tu les fais avec eux. Voilà, et c'est super intéressant. Même si on n'est pas très familiarisé avec le côté agriculture, ils accompagnent. Voilà. Après, ça dépend des endroits. Nous, on a eu des surprises. Des endroits où on était un peu laissés à nous-mêmes. On nous a dit voilà, donc là il faut faire un jardin, il y avait 100 mètres carrés, il y avait de la végétation comme ça, on était à Okinawa, climat tropical, il y a des serpents, il y a des moustiques, tu vois. Mais super expérience quand même. Vraiment, on mangeait super bien par exemple à cet endroit-là. Donc le travail était dur, mais alors tous les soirs c'était vraiment génial. Et la personne qui nous accueillait, c'était une famille et lui il était potier. Avec des techniques apprises à Kyoto, il a été formé avec les vraies techniques artisanales et tout. Et donc on pouvait le regarder travailler. Et ça c'était génial. Cool. Et on a fait un peu de poterie aussi. Donc voilà, donc le woofing, super belle expérience. Et je me souviens plus du tout de ta question au départ. Je t'avoue que ça devenait vraiment intéressant en fait. Non, j'avais demandé. Oh, j'avoue que tu m'as perdu aussi. Ouais. Bon, en tout cas, je parlais le but du voyage, je pense, c'était surtout présenter le voyage. Ouais, c'est ça. C'est ça. Nous, en fait, en tout cas, on a fait cette expérience-là d'aller passer 8 mois et de faire un film sur tout ce qu'on pouvait trouver en alternative écologique. D'accord. Donc, en fait, on commence notre voyage avec des woofings de programmés. Ok. Et puis, on voulait faire des petits reportages sur YouTube parce que, en fait, ça n'existait pas, vraiment même pas en anglais en fait. On avait du mal à trouver d'informations sur le woofing au Japon, en vidéo en tout cas. Donc on s'est dit on va essayer de combler ce vide. Et puis en faisant ça, finalement on n'était pas trop satisfait de notre rendu et on a acheté une caméra un peu plus puissante. Et en fait à partir de là on s'est dit non mais on va faire un documentaire. Et donc le voyage s'est complètement transformé. Et pendant les 4 mois qui ont suivi, on s'est déplacé que pour faire ça. D'accord. Et c'est pour ça qu'on est allé voir plein de monde qui nous racontait ce qu'ils faisaient, comment ils vivaient. Et ils ont un mode de vie qui est très différent du mode de vie classique des Japonais qu'on imagine. Et donc c'est un film que je recommande si on veut voir un Japon de la campagne, si on veut aussi s'informer sur ce qui se fait en termes d'écologie, mais avec un arrière-plan Japon. Et c'est un film à la fin duquel on est en général joyeux parce qu'on voit des personnes très souriantes. Ok. Voilà en gros ce qu'on a fait. C'est un beau résumé. C'est un très beau résumé. Je parle souvent trop. Non, en l'occurrence, c'est à toi, c'est ton moment, ça. Donc profite-en. Présente. T'avais bien raison. Du coup, moi, t'as dit que c'était disponible gratuitement du coup sur un site de streaming, enfin pour pouvoir le regarder. Du coup, t'as répondu un peu à ma question, mais je vais quand même la reposer. On est d'accord, du coup, de base, quand vous êtes parti dans ce voyage, c'était pas du tout le but de faire un reportage. C'est vraiment transformé dans le voyage. Pour donner tous les coulisses, moi je parle japonais couramment et avant de faire ce voyage, j'ai fait pas mal de Japan Expo en tant qu'exposant. J'avais une entreprise avant où, je vais pas en parler, mais en gros, du coup, je connaissais un peu du monde. Ouais. Et je suis allé voir G1. La chaîne en leur disant moi je vais partir au Japon avec ma chérie, on veut filmer ça, est-ce que ça vous intéresse? Et ils étaient partants, mais ils étaient moyennement partants, donc c'était un peu bizarre. Mais ils nous ont quand même filé une caméra, sauf que la caméra c'était un truc énorme quoi, et nous on n'avait pas d'expérience et on l'a quand même prise, mais au bout de 3 semaines on l'a renvoyée
Ouais, parce que impossible. En fait, on était en backpack, tu vois, Ouais, ça marchait pas pas du pratique. tout. Et puis en fait, elle a bugué et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas d'assurance et j'avais pas l'argent. Ah oui. Du coup, en fait, on a switché sur le téléphone portable. Ok. Mais en 2016, on n'avait pas des téléphones, enfin nous en tout cas personnellement, on n'avait pas les derniers téléphones. Donc la qualité n'était pas non plus incroyable. Et en fait, on a dû partir sur l'île de Yakushima. Ok. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit qui a inspiré Princesse Mononoke. C'est au sud du Japon, vers un peu au sud de Kyushu. Et c'est la moitié de l'île qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est magnifique. Et donc on savait qu'on allait faire des belles images. C'est pour ça qu'on s'est équipé. Et en fait, on était très inspiré, très influencé par le film Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion, le documentaire. Et aussi par un autre film qui s'appelle Enquête de sens. Et en fait, voilà, c'est des voyages engagés qui montrent pas seulement le voyage. Et en fait, on a eu vraiment envie de faire ça parce que sur le Japon, comme je disais tout à l'heure, on ne trouvait pas. Et donc, on s'est mis à filmer. Et on a eu de la chance parce qu'on a rencontré un Français qui était ingénieur son et qui nous a expliqué comment faire des bonnes prises son. Donc, on a acheté un micro et tout, tu vois. Et donc, en fait, les interviews, elles ont un super son. Et ça, c'est hyper important pour tous ceux qui veulent faire des films, des reportages. Si ton son est pas bon, c'est vrai. Voilà, même si tu as une super image, ça marche pas. Non. Et donc du coup on est revenu avec tout ce paquet là et puis là on a essayé d'aller voir des producteurs, des distributeurs, machin et tout et c'est une industrie qui est super complexe et en gros il n'y a pas vraiment la place pour des petits qui viennent avec un projet quoi. Du coup ça n'a pas très bien matché. On a fait un financement participatif pour lequel on a touché 8 000 €. Ok. Donc sur le site internet de KissKissBankBank, ça affiche 20 000 je crois, un truc comme ça, mais parce qu'on s'était fixé ça comme objectif avec la pseudo-boîte de prod avec laquelle on bossait. Et nous on savait que c'était trop. Et en fait, vous savez, si t'as pas le financement en entier, on te donne rien. Et en fait, donc on l'a complété. Donc ça affiche qu'on a eu ça, mais en fait c'était que 8 000 €. Okay. Et 8 000 €, ça nous a permis quand même de payer une monteuse qui nous a aidé surtout à dérusher. Parce qu'on avait 30 interviews de 3 quarts d'heure. Il fallait faire un film d'1h30. Ouais. C'était compliqué. Et du coup, ça nous a quand même permis de faire ça et de payer aussi un animateur pour faire des petites séquences parce qu'on n'avait pas écrit le film. Parce qu'encore une fois, on ne savait pas qu'on allait faire ça. Et il fallait quand même qu'on ait un scénario. Et donc, ça nous a permis de tout arranger, tout imbriquer. Puis après, tout le reste, centaines d'heures de travail. Et petit à petit, on a appris. Aujourd'hui, moi, c'est devenu mon métier. Ok, donc ça a été trop hyper bien. formateur, voilà. Ok. Et en fait, quand on le sort en 2019, on a été très motivé par ce contact de l'ambassade de France au Japon, qui nous a promis un voyage. Donc là, tu sais, t'es motivé parce que voilà. Et en fait, quand on est rentré, après il y a eu le Covid. Ok. Et on l'a mis en ligne sur Imago TV parce qu'on voulait pas juste que ça se perde dans YouTube. Et Imago TV, c'est une plateforme engagée sur laquelle vous trouverez entre 50 et 100 documentaires gratuits. Et donc, c'était très cohérent pour nous en fait de le mettre sur cette plateforme. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux que ça intéresse à regarder les documentaires qui sont présents dessus parce que c'est vraiment un très bel apport de connaissances. Et donc voilà, on finit ce film et puis après Covid, donc on a du mal à le présenter. Puis là, on reprend un petit peu les événements, les festivals et tout ça. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc on a un stand aussi à l'événement. Okay. Et on a 2 conférences. On en a fait une tout à l'heure. On va en refaire une demain. Et puis là, avec vous. Oui, et puis avec nous du coup. C'est vrai que du coup, t'as si bien parlé de ton reportage qu'on va arriver à la fin. Ouais. Cool. En tout cas, c'était intéressant. On peut en parler quand même rapidement du sujet qu'on voulait exposer ensemble. C'était très simple, c'était la différence de consommation et du coup de pollution que font les Japonais. D'un point de vue écologique, de Tokyo par rapport à la campagne et plus généralement des grandes villes japonaises, pardon, je veux dire Tokyo, mais non, des grandes villes japonaises par rapport à la campagne japonaise. Je sais très bien que vous n'êtes peut-être pas allé dans les grandes villes beaucoup. Si, on en a fait quand même pas mal. En fait, on se déplaçait quasiment tous les 2-3 jours quand on était sur le film. Donc là, on avait arrêté un peu le woofing. Et là, c'était vraiment très très intense. Donc si on a vu... et puis on a fait beaucoup de stops.
Et le stop, Ouais. ça permet de discuter avec des personnes qui sont pas du tout dans ces ambiances-là. Et ben en fait, pour moi, le point crucial que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est que il y a un défaut il manque de médias en fait Oui. au Japon. On n'en parle pas assez et quand on en parle, c'est trop sérieux. Et du coup, ça fait que c'est un sujet très sérieux comme la politique, l'économie. Et donc, du coup, en fait, si à la télé, on n'en parle pas, si sur Internet, les jeunes s'en emparent pas, ça ne devient pas un sujet dont on parle facilement. Ouais. Donc, à la ville, tu vas quand même avoir, par exemple, tu as le Farmers Market à Tokyo, qui est à Omotesando, dans un quartier super chic. Mais je sais plus quel jour c'est, je crois que c'est les mercredis. Tu as un gros espace qui est alloué à un marché avec des petits producteurs, avec des échanges de graines, avec des produits locaux, artisanaux. Et ça existe en fait. C'est juste que, par exemple, le bio là-bas, c'est pas du tout développé. Donc le gros de la population est pas très concerné par ces questions-là. Après, il y a aussi un énorme lobby. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui touche l'agriculture au Japon, c'est très compliqué de changer, c'est très compliqué d'avoir le label bio, et donc ça décourage énormément de monde. Et D'accord. donc en fait, c'est pour ça que ça se propage pas trop. Pour autant, si tu vas à la campagne, il y a énormément de producteurs qui sont à l'ancienne, qui font leur petite production, qui du coup utilisent pas ou peu de produits. Et du coup, tu manges très sainement à la campagne. Et il y a encore beaucoup de personnes âgées qui font leur petit jardin et tout. Nous, c'est vraiment ce qu'on a ressenti là-bas. Il y a deux mondes, il y a vraiment deux mondes. Mais le Japon étant un pays de contraste, tu trouveras quand même tout partout. Ok. Ok. Voilà. En tout cas, c'était super intéressant. Ouais. Désolé, du coup, on va couper un peu tôt. Mais pas de problème. Mais du coup, donc, est-ce que tu peux répéter tous les réseaux que vous avez? Et peut-être là, on peut Ouais, vous contacter si jamais on a des questions, Ouais. des choses à vous poser D'accord. pour les gens. Du coup, on a Facebook. Ok. Donc dès qu'il rue, c'est possible sur Facebook. On a un Instagram, mais en fait on l'utilise pas trop. Moi je suis pas hyper fan. Ça prend du temps en fait. Ouais. Ah oui, les réseaux prennent du temps. Voilà. Après on a un site internet www.dekiru-movie.com Ok. et sinon via Imago aussi. Il y a un lien. Et puis oui, si vous voulez organiser des projections, que ce soit dans le cadre d'un festival lié au Japon, lié à l'écologie ou même juste un petit comité et tout, nous on est hyper ouverts. Voilà, on est autoproduit, donc en fait nous c'est pas une question financière par rapport à ça, c'est vraiment une question de partage. Donc faut pas hésiter à nous contacter. Ouais. Ok. Bah, c'est bon à savoir. Bah merci beaucoup en tout cas. Ouais, de rien, merci à vous. Bien Merci sûr, à vous. comme tout le monde, on va te souhaiter un bon salon, amuse-toi bien. Ouais, merci, c'est super Profite cool d'être bien. là. Ouais. Et puis pour nous, le live, du coup, on va vous dire. C'est ton live en fait. Donc je vais te laisser finir. Enfin, Nous, bah, du coup, il y a Zerman qui va prendre le lead juste ouais, après. avec Une petite Usoft. interlude. Ouais, avec Usoft, Soft. c'est bon. Ouais, c'est bon, je casse pas ton pseudo. Pendant une quinzaine de minutes et ensuite on reviendra pour parler de la gastronomie sur TikTok. Voilà, des grosses demandes de sujets. Puis moi, je m'en vais. Moi, je Et quitte Wartox cette nous chaîne. abandonne Au après. revoir. Moi aussi, du coup. En tout cas, moi aussi je vous abandonne pour quelques minutes du coup. Bisous. À tout de suite. Bye bye.